Bienvenue à toutes et à tous dans le Contrecast, votre rendez-vous mensuel dans lequel les superbes chroniqueuses et chroniqueurs vont vous parler avec passion de jeux vidéo, mais aussi d'autres sujets tels que les jeux de plateau tantôt, les escape games parfois, ou d'autres thématiques qui tournent souvent autour du jeu. On vous raconte ici des expériences intéressantes qu'on avait envie de vous partager, parce qu'on sait d'avance qu'on ne sera pas les seuls à aimer. Le Contrecast épisode 2, c'est parti! Tout d'abord, j'aimerais remercier les auditeurs du premier épisode qui nous ont fait vraiment pas mal de retours positifs, et je sais que certaines personnes ont acheté Hollow Knight suite à leur écoute. D'ailleurs, j'y joue en ce moment, j'ai passé les 20 heures. Ou d'autres qui, par exemple, ont été dégoûtés que Gloomhaven ne soit pas disponible au prix initial de 99€. Ah. Comment ça, il est à 180 balles maintenant? Voilà, en tout cas, ça fait vraiment plaisir, donc évidemment, merci. Ce mois-ci, on prend les mêmes et on recommence avec de nouveaux sujets tout beau tout frais, à commencer par toi, Anya. Hello. Moi, je vais vous parler d'un truc qu'on a fait avec John et Hailey ce week-end. Donc, Indiecade. Très bien. Zef, ton sujet, quel sera-t-il ? Salut, ça va ? Ça va bien. Tu vas bien, Jordan ? Ça va super. Merci. Je ne sais pas si ça va, on s'en fout, mais tu parles de quoi ce soir ? Ce soir, je vais parler de jeux vidéo, encore une fois. Et je vais parler de Cthulhu. Parce que Cthulhu, c'est cool, c'est bien. Je kiffe, j'adore. Super. Et toi, Kétrus ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir, ben, selon l'heure d'écoute. Bonsoir. Moi, je vais parler de jeux vidéo aussi. Je vais parler de Slay the Spire. Ah, bah trop bien. Moi, c'est un peu beaucoup jeux vidéo, mais c'est très bien. Moi, ça me va parfaitement. Et puis, on aura aussi un petit sujet de débat qui est pas que sur les jeux vidéo. À propos de pour ou contre le démat. C'est pas vraiment ça, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? De toute façon, on en parle juste après vos chroniques. On commence avec toi, Kétrus. Tu vas nous parler d'un jeu que je ne connais absolument pas. Alors, si j'ai bien compris, c'est une sorte de jeu d'aventure avec des cartes. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Donc, c'est Slay the Spire. Édité, produit, développé par Metacritic Game. Pour l'instant, il est disponible que sur Steam en accès anticipé depuis fin 2017. Ils avaient dit qu'ils le laisseraient en 4 mois, 8 mois en accès anticipé. Ça fait déjà presque un an. Donc voilà, mais tant mieux parce qu'ils font beaucoup d'updates dessus. Et donc, comme tu disais, c'est pas vraiment un jeu d'aventure. En fait, c'est un mélange entre du dungeon crawler et du deck building. C'est-à-dire? Alors dungeon crawler, c'est ça vient au tout début de tout ce qui était jeu de rôle, tu sais, Donjons et Dragons, et en fait t'avances d'une salle dans un donjon, tu l'observes, il y a des monstres, tu les combats et tu sors et t'as gagné des loots, des trésors, un peu comme Darkest Dungeon, tu vois. D'accord. C'est un dungeon crawler. Et là, donc c'est un peu le même principe, c'est qu'on va explorer des donjons, des actes, des univers, mais on va combattre des monstres avec un jeu de cartes. Et donc sur le principe du deck building. Alors deck building, ça veut dire construire un deck, donc c'est un deck de cartes. Mais comment ça marche en fait? C'est tu commences toujours avec un set de cartes qui est toujours le même, identique en fonction des classes sur lesquelles je reviendrai après. Et au fur et à mesure que tu vas battre des ennemis, que tu vas explorer des salles, que tu vas gagner des choses, tu vas pouvoir avoir des nouvelles cartes que tu vas rajouter dans ton deck. Ok. Ça, c'est vraiment le principe du deck building. C'est né à la base de jeux de plateau qui s'appelait Dominion, et puis il y en a eu pas mal après qui ont été déclinés sur le thème. Il y en a sur l'univers de Cthulhu, Warhammer, Alien, etc. Et donc voilà, et là c'est un jeu vidéo. Très bien. Donc comment ça se passe? Alors on est dans un univers un peu Medfan, mais un Medfan un peu technologique aussi, un peu parce qu'il y a des robots, parce qu'il y a des artefacts un peu techno, il y a des monstres qui sont aussi un peu mécaniques, etc. Et donc on va avoir à notre disposition un héros parmi 3 classes que je décrirai après. Donc tu choisis ton héros et tu vas avoir 3 actes, donc 3 donjons à parcourir. Et quand tu as battu le dernier boss du 3e donjon, et tu as fini le jeu, en tout cas en partie. Donc comment ça se présente? T'imagines une carte, un parchemin avec différentes salles. En tout cas, c'est une espèce de passe, de chemin à devoir parcourir où tu vas devoir rencontrer des ennemis, tu vas rencontrer des élites, des ennemis d'élite. Tu vas avoir des endroits où tu vas juste avoir des trésors. Tu vas avoir un marchand, tu vas pouvoir acheter des cartes, etc. ou des objets. Et tu vas avoir aussi des aires de repos, un peu comme dans tout dungeon crawler qui se respecte, où tu vas pouvoir soit te reposer, soit améliorer tes
cartes ou faire d'autres choses dans le jeu. Donc comment ça se présente? Quand tu rentres dans une salle où il y a des monstres, tu as ton personnage sur la gauche et tu as les monstres à ta droite. Chacun a ses points de vie et chacun a des caractéristiques qui lui sont propres, comme de l'attaque, de la défense et des buffs ou des debuffs. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu as ton deck à disposition, tu as pioché 5 cartes et tu as 3 manas à chaque tour de combat. En tout cas au début, ou sans amélioration. Et tes cartes vont coûter entre 0 et 3, voire 4 mana parfois. Et donc tu vas pouvoir en jouer autant que... un peu comme dans Hearthstone, quoi. C'est une technique de jeu de cartes assez classique. Les effets des cartes... Oui, vas-y. Une question, Joseph. Non, je veux pas te couper, c'est vrai. Mais t'as plusieurs personnages sur le plateau, c'est ça? D'accord, tu choisis une classe de personnage. En fait, tu choisis une classe de personnage. Je vais les décrire après, en fait, mais après avoir expliqué un peu le concept. Avec ce personnage-là, tu vas explorer les donjons et tu vas rencontrer des monstres ou visiter des salles secrètes où tu sais pas trop ce qui va se passer, des événements, etc. Ok. Et donc les combats, ça se passe comme ça. Donc t'as un certain nombre de points de vie. Les monstres aussi, tu peux en avoir plusieurs. Et les cartes que tu as à ta disposition, en tout cas ton deck de base, comme dans un peu tous les decks building classiques qui se présentent, c'est que t'as à peu près une douzaine de cartes au début du jeu. Seulement. T'as environ 5 cartes de défense, donc qui vont donner 5 de défense. Donc la défense, ça permet d'absorber les attaques des monstres. Et quand les monstres ont passé ta défense, ils t'infligent des points de vie. Idem quand t'as des monstres avec de l'armure, ça revient au même. Et ton armure s'arrête à la fin du tour. C'est-à-dire tu t'es rajouté 5 d'armure sur un tour, le monstre attaque et après ton armure disparaît. Et tu as aussi à peu près 5 cartes qui sont que de l'attaque, qui sont à peu près toujours les mêmes, et tu vas pouvoir infliger 6 dégâts, voilà, comme ça. Et après, tu as 2 ou 3 cartes qui sont spécifiques à ta classe propre, qui va t'aider à définir un peu ton type de jeu. Et comment t'achètes des cartes? Alors, tu achètes pas forcément les cartes, c'est-à-dire que quand tu as terminé le combat, tu gagnes de l'or, et tu choisis une carte parmi 3. Que tu vas rajouter dans ton deck. D'accord. Donc à chaque fois que tu combats un monstre normal, ce qu'on va appeler les monstres normaux, parce qu'il y a les monstres normaux et puis il y a les monstres élites. Et les monstres élites, ils vont donner d'autres améliorations, sur lesquelles je reviendrai après. Ça me fait penser un peu il y avait pas un mode de jeu dans Hearthstone comme ça? Où tu partais avec un deck de base, et à chaque fois que tu arrivais à vaincre des monstres, tu choisissais des cartes. C'est les donjons, ou alors il y a les donjons et la chasse aux monstres. Ouais, d'accord, ok. C'est ça. C'est exactement, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu pars seulement avec une dizaine de cartes, tu bats le boss et tu peux choisir. Alors dans Hearthstone, tu choisis un pack de 3 cartes plus une carte bonus tous les 2 monstres. Et là, c'est un peu, c'est le principe du deck building tout simplement. Oui, bien sûr. C'est juste pour replacer un peu. Alors en plus d'avoir donc ces cartes qui vont donner de l'attaque, de la défense, des buffs, des debuffs, c'est-à-dire des bonus ou des malus, que ce soit à toi ou au monstre, tu vas aussi avoir ce qu'on appelle des potions. Donc les potions, c'est des choses que tu vas pouvoir utiliser une seule fois, mais que pendant les combats. Et t'as aussi ce qu'on appelle les reliques. Alors les reliques, c'est un des aspects du jeu le plus important et aussi un des plus intéressants. C'est un bonus permanent sur ton run. Qui va te donner des gros bonus. Et chaque classe de personnage va partir avec une relique de base qui va un peu définir son style de jeu. Et quand tu bats un monstre élite ou quand tu bats un boss, tu gagnes forcément une relique ou plusieurs. Alors comme tu le disais, où est-ce qu'on achète des cartes? Alors on peut aussi acheter des cartes, tu peux les acheter chez les marchands. C'est-à-dire que tu as des cases du donjon. En fait, tu peux définir ton trajet qui sont plus ou moins difficiles. Tu te dis, je vais passer par celui-là parce que il y a moins de boss élites et que je pense que je suis pas assez fort, mais il y a plus de marchands et plus d'aires de repos pour pouvoir regagner des points de vie, etc. jusqu'au boss final. Et tu as les marchands. Et les marchands, ils te permettent de faire plusieurs choses. Déjà, ils te permettent d'épurer ton deck. Parce qu'un des principes du deck building, c'est que le but, c'est pas d'avoir le plus de cartes possible. Dans ton deck, c'est d'avoir le deck le plus cohérent possible avec le moins de cartes qui te permettent de faire tourner le deck. Parce que quelque chose que j'ai pas dit, c'est par exemple, j'ai dit qu'on commençait avec un deck de 12 cartes, on en pioche 5, si tu joues les cartes, elles font leur effet, si tu les joues pas, elles sont mises dans la défausse. D'accord. Et à partir du moment où t'as plus de cartes dans ta pioche, ta défausse est remélangée dans ta pioche. Voilà. Et en fait, le jeu tourne régulièrement, donc c'est pour ça qu'il faut avoir peu de cartes finalement. Voilà, et c'est ça qui fait un peu l'intérêt du deck building, c'est que tu vas, en fonction de ce qu'on te propose, ce que le jeu te propose, que tu peux acheter, ou des 3 cartes qu'on te propose à la fin d'avoir détruit un ennemi, tu vas essayer d'élaborer une stratégie qui va pouvoir te permettre d'avoir un style de deck et avec des combos spéciaux pour pouvoir battre plus facilement les monstres. Autre chose, on peut aussi améliorer les cartes une fois, qui va les rendre plus puissantes. Voilà, alors c'est un vrai deck building, et ça c'est un truc qui me plaît énormément parce que justement chaque partie est différente, chaque run est différent, tu vas te réfléchir pour élaborer des stratégies différentes en fonction de ce que tu veux ou ce que tu as réussi à avoir comme relique, comme potion ou comme nouvelle carte. Et en plus, ils ont rajouté cet aspect dungeon crawler
parce que des fois tu vas avoir des salles qui sont en point d'interrogation et tu sais pas ce qu'il y a. Alors, des fois il y a des monstres, des fois il y a des élites, et puis des fois il y a des petites énigmes ou des petits événements comme tu peux avoir dans un RPG classique. Ils te racontent, oui, vous rentrez dans une salle, il y a des fées qui te parlent, est-ce que tu veux leur donner une offrande et elles te donnent quelque chose en échange, etc. Souvent, ça marche toujours avec des bonus-malus, c'est-à-dire que je te donne ça, mais tu perds des points de vie, ou t'as une carte malédiction en plus, ou tu perds des cartes, etc. Donc c'est toujours des choix importants à faire au fur et à mesure du jeu, et ça en fait un peu tout le sel, quoi. Alors, je vais revenir rapidement sur les 3 classes différentes, parce que elles sont importantes. T'as le soldat de fer, donc ça, c'est un peu la classe de base. Alors, son historique, c'est le seul survivant des soldats de fer. Il a vendu son âme pour maîtriser les énergies démoniaques. C'est un guerrier avec une grosse épée à 2 mains, un home et une armure. Et en fait, sa stratégie, c'est il met des gros dégâts et il en a rien à foutre de sacrifier ses points de vie, et même des fois, ça lui donne des bonus. Et en plus, à la fin du combat, il peut se soigner. Ça, et il s'appelle Guts, non? Non, je demande, non? Il s'appelle Quelle est la Guts, référence? Parce que je ne connais pas. Ah, c'est Berserk. Ah, le manga. Dans le graphisme, il ressemble pas du tout à Guts, mais oui, mais ça, c'est fortement c'est un peu l'idée, quoi. T'as la deuxième classe qui s'appelle la silencieuse. Ça, alors ils disent que c'est une funeste chasseresse des terres brumeuses. Elle annihile ses ennemis à l'aide de dagues de poison. Donc c'est le classique voleur dans les jeux de rôle ou dans ce qu'on a dans les RPG, quoi. Le meilleur, ouais. Ouais. Le cancrelat. Le cancrelat. Le meilleur, ouais. C'est exactement ça. Alors elle a des stratégies un peu plus fines que le guerrier, soit basées sur l'effet du poison à chaque tour et en se défendant, soit en lançant des milliers de couteaux. En fait, t'as des cartes qui te permettent d'avoir 5, 6, 7, 8 couteaux donc que tu lances dans un tour et ça te fait des bonus et beaucoup de dégâts. Et t'as la troisième classe. Alors là, c'est le plus compliqué, c'est celle avec laquelle j'ai le moins joué parce que très compliqué. Il a appelé le défectueux, mais ils ont mis un point d'interrogation dans la version française. Je pense qu'ils sont pas sûrs de la traduction. Et en anglais, ça fait the defect. En fait, c'est plus le rebut, en fait, le robot mis au rebut, quoi. Une classe ingénieur. Ouais, c'est un ancien robot de combat en fait qui a développé une conscience propre et qui possède une technologie antique qui lui permet de manipuler des orbes. Alors lui, il est très bizarre, c'est un peu un spellcaster, un magicien, il a des orbes de pouvoir, enfin des emplacements d'orbes sur lesquels il met des orbes différentes. Alors, il y a l'orbe d'éclair qui va permettre d'infliger des dégâts à la fin du tour, il y a celle de glace qui te permet de rajouter de l'armure et celle d'ombre, enfin darkness en anglais. Alors elle est un peu bizarre, elle augmente de puissance mais elle fait rien et en fait c'est quand tu relâches les orbes qu'ils font un effet encore plus puissant. Ah, c'est comment il s'appelle dans Dota, le caster, invoqueur, donc dans Dota. Ah ouais, c'est ça. Dans Dota, il y a invoqueur avec ses orbes, etc. Ouais, exactement. Et du coup, là, tu choisis à l'avance ce que tu vas... Alors, tu choisis la classe que tu veux, et tu pars dans un... Je pense qu'il demandait pour l'invoqueur. Exactement, oui. Parce que tu joues pas des cartes pour les orbes, du coup. Si. Alors, en fait, t'as des emplacements d'orbes. Au début, tu commences avec 3 orbes. Et tu dois les Sa charger. relique de base, donc la relique, c'est les pouvoirs permanents, c'est de lui rajouter en début de combat un orbe lightning, donc un orbe d'éclair. Ouais. L'orbe d'éclair, lui, ce qu'il fait, c'est qu'à la fin du tour, il inflige 3 dégâts à un adversaire aléatoire. Si tu canalises l'orbe, alors je sais plus si c'est canalisé, en fait, si tu relâches l'orbe, c'est-à-dire que si tu la détruis, elle inflige 8 dégâts. D'accord. Pareil pour l'orbe de glace, elle donne 2 d'armure à la fin du tour. Si tu la casses, elle donne 5 d'armure. Et l'orbe de darkness, elle augmente à chaque tour de 6 de puissance. Elle fait rien à la fin du tour à part s'augmenter sa puissance, et quand tu la relâches, elle libère toute sa puissance. Voilà. Et en fait, tu la relâches avec des cartes, du coup. Tu la relâches avec des cartes. C'est-à-dire que, par exemple, si tes 3 emplacements sont pleins, si tu rajoutes un orbe, la première éclate et laisse la place. Ah oui, d'accord, ok. Ça avance. D'accord. T'as des cartes qui te permettent de les déclencher plusieurs fois. T'as des cartes qui te permettent de les déclencher puis de les recycler. Enfin, c'est hyper compliqué. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup joué avec. Mais ouais, le perso a l'air super sympa, super dur à jouer, mais vraiment super sympa. T'as l'impression que c'est vraiment le magicien, quoi. C'est qu'au début, t'as du mal à le maîtriser. T'en chies beaucoup dans les premiers runs au premier niveau, par exemple. Mais après, quand tu commences à avoir un deck qui tourne et beaucoup de bonus, en fait, tu déroules. Alors, je suis désolé, je reviens sur ma première question, mais du coup, à l'écran, t'as plusieurs personnages. Alors, à l'écran, ça se passe à gauche, en fait, tu vois, c'est un peu comme un Final Fantasy old school, tu vois. Darkness Dungeon, ok. Ouais, exactement comme Darkest Dungeon. C'est-à-dire qu'à ta gauche, t'as ton personnage. Ah, il est tout seul. Il est tout seul. Ah, ok, T'as qu'un d'accord. seul Il me semblait qu'il y en avait plusieurs et sur à les droite, vidéos. t'as un ou plusieurs monstres. Ok, d'accord. Ouais, c'est moi qui dis ça. conneries alors. Ok. Voilà. Et tout est basé sur, et quelque chose que j'ai pas dit, c'est que tu vois les intentions des monstres. Tu sais ce qu'ils vont faire au prochain tour. S'ils vont t'attaquer, combien de dégâts ils vont te faire, les effets de buff ou de debuff qu'ils ont. Il y en a plein. Il y en a. C'est stratégique de ouf. Il y en a plein. Tu sais qu'ils vont te donner des malus en dextérité, c'est-à-dire que tes cartes d'armure vont être moins fortes, ou des malus en force, tes cartes de dégâts vont être moins fortes. Ou alors ils vont se mettre de l'épine. L'épine, c'est-à-dire que quand tu les tapes, ils vont te mettre des dégâts. Ouais.
Ou alors, quand tu vas les taper, ils vont se mettre de l'armure, etc., etc. Mais du coup, si tu sais à l'avance ce qui va se passer, c'est pas un peu plus simple? Enfin, c'est pas trop simple, justement? Mais en fait, c'est dur parce que t'as pas forcément tu les bonnes sais ce qui va se passer, c'est parce que d'un seul coup, tu vois, tu as des monstres, ils vont te coller une patate à 36, t'as 70 points de vie, et t'as que 2 cartes d'armure qui vont te donner 10 d'armure dans ta main, donc qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, est-ce que tu envisages de le tuer avant de... C'est forcément dépendant de ton deck, en fait. Oui, donc, voilà, ta main, elle est pas complètement aléatoire, mais en grande partie aléatoire, donc. Elle est aléatoire, et à tout moment, tu peux voir ta défausse, à tout moment, tu peux voir ta pioche. Donc tu sais à peu près, est-ce que je vais piocher ça, est-ce que je joue ça. Après, effectivement, évidemment, en allant en profondeur dans le jeu, et avec les cartes que tu vas réussir à trouver, plus les reliques, tu vas avoir des stratégies qui vont te permettre d'avoir plus de mana, des cartes qui vont te permettre de cycler ton deck, piocher 5 cartes, etc., ce genre de choses, rajouter du mana sur le tour d'après, etc. Mais du coup, les monstres, ils sont aussi soumis à un deck ou pas du tout? Ou Non. c'est aléatoire, ou c'est construit, ou c'est tactique? Non, ils ont des patterns. Ils ont un pattern spécifique, c'est-à-dire qu'ils font toujours la même chose dans le même ordre. À peu près. D'accord. À peu près, mais la plupart du temps, ils font toujours la même chose dans le même ordre. Par exemple, t'en as un, c'est un voleur. Ouais. Ils tapent quand même assez fort, ils ont pas mal de points de vie, et à chaque fois qu'ils tapent, ils te piquent de l'argent. Ouais, logique. Ils piquent ton or, ils te piquent ton or, et à un moment donné, ils décident de se barrer. Et si tu l'as pas tué avant de te barrer, bah il t'a piqué ton or, et D'accord. Et du coup, au niveau, t'as du temps entre chaque tour, tu fais ce que tu veux, enfin... Alors, t'as autant de temps que tu veux, c'est vraiment t'as autant de temps que tu veux pour faire ton tour. T'as pas de pénalité de temps. Mais, justement, j'en viens, parce que ça pourrait être, tu pourrais te dire, bon, bah, c'est un jeu, je l'ai fini une fois avec chaque classe, j'ai fait mes 3 actes, j'ai battu les 3 boss, qui changent quand même, c'est pas toujours les mêmes boss. Bah non, parce que il y a plusieurs modes de jeu. Donc, il y a le mode classique, avec les 3 niveaux que tu fais avec chaque classe. Et une fois dans ce mode classique là que tu as détruit le 3e boss, tu débloques ce qu'on appelle les niveaux ascension. Tu vois, qui sont un peu comme les niveaux de tourment à Diablo si tu préfères. C'est-à-dire que tu as 20 niveaux d'ascension. Chaque niveau d'ascension que tu vas choisir, enfin, faut que tu passes le 1 pour passer au 2, etc. Et par exemple, au niveau 20 d'ascension, tu as 20 malus. D'accord. Dès le début de ton run. Et là, c'est chaud. T'as plus d'élites, les élites font plus mal, t'es maudit dès le début, c'est-à-dire que t'as une carte de malédiction dans ton deck, parce que dans un deck building, quand on te rajoute des cartes qui servent à rien, ça affaiblit ton deck, par exemple. Ce genre de choses. Mais t'as d'autres modes, et t'as le défi quotidien, par exemple. Alors le défi quotidien, c'est un héros prédéfini avec des avantages et inconvénients prédéfinis pour tout le monde. Et t'as un scoreboard de la communauté, et le but c'est d'être le premier du scoreboard. Et ça rapporte des récompenses? Ou c'est juste... Non, c'est juste du scoring. C'est ce qu'on appelle un kikimeter. Exactement ça. Ok. Mais bon, après, à part le fait de scorer, juste de battre le défi quotidien, c'est pas facile du tout. Et c'est un défi en soi, et c'est vraiment très fun à jouer. Et après, t'as un 3e mode qui s'appelle personnalisé, où là, soit tu te fais ton propre mal, c'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, je vais partir avec 20 malus, 3 cartes et un bras dans le dos. Et voilà. Un bras dans le dos, c'est un 3e bras dans le dos ou... Je sais pas. C'est le deuxième. C'est toi qui choisis, quoi. Voilà. Après, au niveau graphisme, alors c'est pas la grosse folie. C'est Ouais, non, j'allais dire, j'ai vu les vidéos. T'as vu les vidéos? C'est pas très joli, quoi. Les décors des salles sont pas trop mauvais, sont pas mal, mais voilà, c'est pas ouf. Les animations et et comment ça s'appelle, et les monstres, les personnages, ça passe, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans le truc de fou. Par contre, au niveau graphisme, ça marche super bien, c'est-à-dire que tout est très lisible, alors qu'il y a beaucoup d'informations, comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de choses à voir entre l'or, les points de vie, les reliques, les potions, les cartes, les decks, tout ça, etc. Et ça va très vite, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, t'as tout compris en fait, et tout est expliqué, c'est-à-dire que dès que tu survoles une carte ou un pouvoir, tu sais exactement ce qu'il y a. Alors c'est disponible en français aussi, c'est dans plein de langues. Et voilà, là, bon, la musique c'est pas non plus le fou. Enfin, ce qui fait vraiment le sel du jeu, c'est le système, quoi. C'est que c'est un très très bon deck building, c'est très addictif. T'as cette espèce de sensation de montée en puissance que t'as dans les bons deck building. C'est-à-dire qu'au début, tu galères, t'as un deck, c'est pas facile, les monstres sont pas trop durs, et puis en fait, plus tu vas augmenter ton deck, plus tu vas réussir à construire ta stratégie, plus c'est kiffant en fait. C'est vraiment un vrai plaisir d'avoir réussi à faire une stratégie et d'y avoir réussi. Eh bien, top. Merci beaucoup, Ketrus. Donc, c'était Slay the Spire, je le dis bien? Ouais. D'accord. Qui est déjà dispo en early access sur PC. C'est ça, pour 16 balles. Très bien. Steam. Et il arrive l'année prochaine sur Switch, apparemment. Donc, ça peut être intéressant. Comme sur Switch, c'est beaucoup un de jeux. super jeu sur Switch. Juste une dernière chose. Vas-y. Il y a, si vous voulez regarder des streams, il y a, par exemple, Day9, qui était un ancien pro de StarCraft, qui fait beaucoup de streams sur Dota, Magic, Hearthstone. Et il a fait des gros runs, sur Slay the Spire. C'est ça qui m'a donné envie de jouer au jeu, en fait.
Et en France, t'as aussi un YouTuber qui fait du Hearthstone qui s'appelle Unid, qui a fait une vidéo tutoriel et là qui a fait un run en Ascension 20 qui a sorti la vidéo aujourd'hui, je crois. Donc aujourd'hui du coup il y a quelques jours. Et voilà, si ça vous donne envie, allez regarder les vidéos et puis je vous le conseille. On va mettre les liens dans la description du podcast, ce sera plus simple. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine chronique avec Anya. Une des raisons pour lesquelles Anya est ici aujourd'hui, c'est notamment grâce au fait qu'on a toujours adoré parler de jeux vidéo indépendants ensemble. Il était donc logique qu'un jour on aille ensemble à l'Indiecade, et ça tombe bien, puisqu'il y a pas très longtemps il y en avait un à Paris, en une d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'Indiecade ? Alors tout simplement, Indiecade, c'est une histoire déjà qui a commencé outre-Atlantique en 2005. Donc c'est un événement qui est à la base une initiative d'un groupement d'éditeurs et de leaders de l'industrie du jeu vidéo pour mettre en avant tout simplement les nouveaux talents du secteur indépendant. Donc c'est énormément de développeurs et de petits studios qui se sont créés, autofinancés et qui ont aujourd'hui soumis du coup des candidatures auprès de Indiecade, ce groupement, pour pouvoir présenter leur jeu auprès du grand public. Le phénomène est tel qu'il s'est propagé ici dans l'Hexagone et s'est installé dans l'enceinte du CNAM. Donc le CNAM, pour rappel, c'est le Centre National des Arts et des Métiers, pour la troisième année consécutive, et soutenu par la région Île-de-France notamment, et l'Union européenne, et qui est plus ou moins couplée avec la Paris Games Week, puisque ce sont les mêmes, c'est la même boîte qui s'occupe de l'organisation. Tout à fait. C'est le sel, non, ça? Il y a le sel est forcément inclus dedans, mais forcément c'est une boîte événementielle indépendante, mais grosso modo il s'occupe de tous les gros événements liés au secteur. Okay. Donc Indiecade, c'est vraiment un format festival. Et pourquoi je dis ça? Parce que comparé à la Paris Games Week, ça n'a rien à voir. Tant mieux. C'est plus une sorte de workshop géant qu'un salon à proprement parler. Donc c'est du coup Sarah Hailey, pour rappel, qui n'est pas encore disponible et pas de retour, mais bientôt. John et moi, on a écumé les stands un peu un à un, avec beaucoup de simplicité finalement. On est allé voir les développeurs, les rencontrer, leur poser des questions sur leur jeu. Et pour la plupart, c'est souvent le fruit d'un travail de longue durée, de longue haleine, et qui soumettent au jugement de personnes pendant 2 jours. Donc le festival dure 2 jours, vendredi et samedi. Pour d'autres, c'est tout simplement une sorte de petits stands, de petits boosts marketing, parce que pour la plupart, il y en a beaucoup qui sont déjà disponibles en vente sur Steam ou les autres plateformes consoles, PC. Enfin voilà. Ne dénigre pas les consoles, s'il te plaît. Mais pas du tout. Alors, entre autres, en se baladant, on est tombé sur énormément de titres. Moi, je sais que j'ai beaucoup pour mémoire Fisherman's Tale, dont tu m'avais parlé le jour même. J'adore. Que tu as donc découvert à la Gamescom. Exactement. Donc c'est signé par Inner Space. C'est un puzzle adventure VR où en gros on incarne Bob, qui est un pêcheur et qui veille dans sa petite cabine pour surveiller son petit phare. Et alors pourquoi je vous parle de puzzle game, c'est parce que grosso modo pour essayer de faire simple, on va jouer Bob, et Bob s'amuse à créer une maquette miniature de sa petite cabine dans laquelle il habite. Et à certains moments du scénario, on va être plus ou moins amené à interagir avec cette petite maquette, et le fil rouge va faire en sorte que le scénario, l'histoire va se mélanger. Donc on va plus savoir si on joue en tant que petite poupée de la maquette de Bob, ou si on joue en tant que Bob en tant qu'humain tel quel, quoi. Trop fort, comme dans la grande aventure Lego. Mon Dieu. Mais c'est vrai, parce que je l'ai vu hier avec les enfants. Et c'est pareil, en fait. C'est pas la meilleure référence, mais oui, c'est ça. Mais dans le sens où ils sont dans le monde, et c'est l'histoire que le petit garçon raconte qui se passe. C'est exactement ça. Ouais. On est aussi tombé sur un autre stand. Pour le coup, c'est un studio qui a été plus ou moins validé et du coup qui a été aidé financièrement et aussi marketingement parlant.
C'est Forgotten Anne, donc des studios Fruitline Games. Donc c'est un petit jeu d'aventure où on incarne Anne, donc c'est une sorte de jeu de narration, pas Walking Simulator parce qu'il y a quand même des phases d'énigmes dans le jeu. Et donc on incarne cette fameuse Anne qui en fait gère un monde où atterrissent tous les objets perdus. Et c'est assez sympa, c'est un univers finalement assez manga, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé. Et puis il y a ce côté très lisse de BD européenne et avec des traits très manga, et c'est assez sympa. Moi j'ai trouvé ça plutôt beau, alors que franchement j'étais pas forcément fan de l'ADA, et c'est très intéressant. Le concept est trop cool, quoi. Un monde où il y a tous les objets trouvés. Ouais. Il y aura beaucoup de chaussettes quand même. Donc, il y a beaucoup de chaussettes, d'écharpes, et tout ça, tout ce petit monde est animé dans ce monde-là, donc tous vivent. Ils atterrissent tous là, et en fait ils sont plus ou moins divisés en petits groupes pour faire vivre et maintenir la vie dans le monde des objets perdus. Et il va se passer un truc, il va se passer une sorte d'accident dans ce monde-là, et Anne va devoir mener l'enquête et essayer de savoir ce qui se passe. On dirait le prochain Pixar, ça. C'est tellement. Mais tu disais niveau graphisme, ça fait peut-être penser à un Ni no Kuni en 2D. Bah alors c'est ce que tu me disais. C'est moi alors, ok. Ouais, je crois que c'est j'étais pas d'accord. Moi j'étais pas forcément d'accord parce que grosse fan du studio Ghibli, et forcément très influencée. C'est un autre style. Et je trouve que c'est vachement mignon. Il y a vraiment une petite patte graphique. C'est aussi coloré que Ni no Kuni, ou c'est Alors nous on a fait la petite démo d'une dizaine de minutes, comptant la cinématique qui t'explique donc la narration. De 9 minutes. C'est à peu près ça. Mais non, c'est alors nous je sais pas ce qui. Ouais, il y a rien de comparable, parce que la façon dont on parle, moi je l'imaginais un truc un peu sombre, quoi. Tu sais, le monde des objets perdus, ça fait un peu sombre dans le genre. Ouais, mais c'est perdu, c'est en dessous du placard ou comme ça. C'est pas forcément le cas, parce que t'as ce côté très chaleureux où tu suis cette petite. Oui, c'est pour ça. Ouais. Du coup, quand vous comparez ça, plus ou moins à Ni no Kuni, je me dis ok, c'est très coloré en fait, et très chaleureux, très lumineux. Alors que en fait c'est loin de t'as vraiment un jeu de lumière qui est assez intéressant, et du coup tu passes d'espace complètement, pour le coup dans la démo tu passes d'un espace de nuit qui est extérieur à un espace plus clos et plus chaleureux avec les petites lumières, les petites chandelles. On est loin du glauque que j'avais en tête à la base. C'est assez mignon. Franchement, il n'y a pas de mauvaise surprise là-dessus. Il n'y a pas de mort, les choses. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. On sait pas. Et puis je sais que Ali et John ont pu eux tester, parce que alors nous on y était samedi, il y avait vachement de queue, il y a eu pas mal de monde, mais John et Ali ont testé un jeu qui s'appelle qui s'appelle Golf. C'est What the Golf. What the Golf. Voilà. Pardon, autant pour moi. C'est un peu What the fuck aussi. Qui est un peu What the fuck, et c'est peu dire, puisque c'est un simulateur de golf parodique qui a d'ailleurs gagné le Grand Prix du jury. Oh, trop bien. D'accord. je l'apprends. C'est pour Sylvie, ça. Donc c'est au lieu de frapper des balles de golf, en fait tu te retrouves à toi-même te propulser dans des trous. Par exemple. Par exemple, entre autres. C'est très freudien. D'accord. Ok. C'est vraiment loufoque, mais c'est assez sympa, et après voilà, ça plaît pas, mais ça le mérite de faire rire. Il y a pas mal de références aussi à certains jeux, notamment, c'était quoi, c'est Super Hot Super Hot. Ouais. Il fait What the Golf. Je sais pas si vous connaissez Super Hot, mais c'est un peu dans le même ton. Et enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et des fois, la balle s'accroche en mode Spider-Man, des fois typiquement, on tire pas la balle, on tire le joueur. Des fois, c'est un peu genre un espèce de terrain de foot. Il faut aller dans le but, mais il y a des mecs qui vont essayer de sortir de la falaise. Ouais, c'est vraiment what the fuck avec le golf, quoi. D'accord. Ok. Mais enfin, il faut le jouer, il faut voir la petite trailer. Vous avez conscience, ça rend pas du rêve, hein. Donc là, dit comme ça, c'est pas du tout. Sincèrement, moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester, pour le coup, je serais pas, tu vois, je me mouille pas là-dessus. Mais en tout cas, tous ceux qui ont pu le faire avaient vraiment le sourire aux lèvres quand ils l'ont fait, et il y a eu vraiment des éclats de rire sur le stand, et ouais, j'ai trouvé ça sympa, parce que finalement moi, ça change. Ouais, ça change. Mais ça me paraît. Après, c'est du party game, peut-être. Oui, voilà, c'est un vrai party game. Oui, c'est un vrai party game, ouais. D'accord.
pour le coup. Mais je pense quand même qu'après t'as le concept de base du golf. Enfin, faut réussir en un certain nombre de coups. Et après, c'est juste que chaque niveau est vraiment différent. C'est pas un 18 trous classique en fait. C'est que t'as 18 gameplays en fait, différents. je suis toujours un peu échaudé par ce genre de truc dans le sens où tu dis ok c'est fun quand tu joues en salon et tout. Ouah, c'est trop bien. Et en fait quand t'as le jeu, en fait au bout d'une demi-heure tu te fais chier. Parce que t'as du mal à jouer en fait avec le côté what the fuck. Je Mais pense c'est que tu auras complètement perso. Hein, t'auras des défis aussi à terme. Enfin, faut vraiment réussir en moins de X coups, etc. Donc finalement. Moi sincèrement c'est effectivement pas mon genre de jeu. C'est pas le truc que je m'amuserais à faire toute seule. Mais je pense qu'effectivement en soirée ça peut passer quoi. Et d'ailleurs en parlant de party game, moi j'ai pour le coup avec John aussi testé Super Cane Magic Zero qui a été créé par un studio italien qui s'appelle Evil. C'est une sorte d'action RPG en coop que l'on peut jouer aussi en mode versus, où on incarne des héros avec des traits hyper minimalistes. C'est vraiment du simple, quoi. Bonhomme bâton. Alors, on n'en est pas au bonhomme bâton, mais... Je kifferais pour un RPG comme ça, je te jure, en fait. mais ouais, c'est hyper basique, quoi. Ah oui, on est dans Parapapa The Rapper, quoi. Genre, ouais, exactement. Ouais, mais je trouve ça encore plus simple, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, je vois. Et du coup, nous on a testé le versus. Pour le coup, on n'a pas testé la coop parce que le dev nous disait que faut se taper dessus, quoi. Ouais, voilà, donc c'était plus marrant. Et que du coup, c'était un format plus sympa à tester sur le salon. Donc en gros, nous on a testé le versus et du coup, on joue, je crois que c'est 4 à 5 joueurs max, ou je me trompe pas. C'est 4, il me semble. Oui. C'est 4, où on se retrouve sur des maps closes, on doit looter des objets qui sont disponibles et qui sont différents selon les maps, et on doit se taper dessus. Du coup, on a un timer, je crois que c'était 2-3 minutes. On les voit, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Et voilà, et puis moi j'aime bien ce genre de jeu où on se tape dessus. Enfin, tant qu'on peut taper sur les copains, c'est sympa. C'est un peu mon leitmotiv sur les jeux. Bravo. C'est un genre un peu Towerfall finalement. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est un compliment quand je dis ça, c'est un bon jeu. Oui, bien sûr. Mais voilà, du coup c'est un format que je verrais plus dans le salon à faire avec mes potes plutôt que What the Golf dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Voilà, et là j'en passe, je vous parle des gros titres qui forcément étaient un peu les favoris parmi les nominés. Tout ça pour vous dire que tout le monde peut pas se permettre de mettre 80 millions d'euros sur la table pour créer son jeu, mais que ça n'empêche que les projets n'en restent pas moins ambitieux. Que quelque part, soutenir le marché indépendant, c'est aussi participer à l'enrichissement du catalogue JV dans son ensemble, et qu'on est parfois surpris de ce qu'on peut y trouver. Bravo. Voilà. Donc, pour vous faire un bref récap des nominés, enfin des vainqueurs des awards qui se sont déroulés samedi soir. Cette année, donc, c'est What the Golf, comme je vous le disais, le simulateur de golf parodique qui a conquis le grand jury. On a eu aussi Laser Mazer, donc moi je l'ai testé en solo, c'est une sorte de puzzle game VR sans casque. Grosso modo, ça passe par la tablette, par la caméra de la tablette, et on se déplace dans l'espace avec sa tablette, qui a décroché la mention spéciale du jury. Cette année, et je crois que c'est peut-être la première fois, et alors ne tapez pas dessus si c'est pas vrai, mais que le prix du grand public a été décerné à 2 titres. Donc Baba Is You, qui est un puzzle game assez original, qui est entre le Space Invader mais version brouillon, c'est un peu bizarre. Et Carly's and the Reaper Man, dont on a beaucoup entendu parler, qui est un platformer VR, et voilà, c'est des personnages tout mignons, qui évoluent dans l'espace. Et alors cette année, on parle aussi du Trailblazer. Je vais essayer de vous le formuler sans trop mouiller, mais je crois que c'est une récompense qui vient essentiellement pour récompenser des personnes et pas des jeux. Ah, okay. Donc des développeurs en l'occurrence. Et là, ça a été décerné à Michael Samin, j'espère que j'écorche pas les noms, et Oria Harvey, qui sont les fondateurs du studio Tales of Tales. Notamment. Ok. Donc de toute façon, vous pouvez retrouver la liste de tous les nominés sur le site Indie Cade Europe.
Je sais que les 2 années précédentes, ils avaient fourni des liens pour pouvoir tester les jeux en démo ou en version full. Je crois que le marketingment parlant, c'est plus des démos. Mais voilà, c'est hyper sympa. Si vous ne connaissez pas, allez-y parce que ça en vaut vraiment la peine. Moi, je sais que la première année où j'y suis allée, j'étais là à l'ouverture des portes. Et je disais à John que j'avais vu, c'est beaucoup de volontaires, c'est énormément d'étudiants du CNAM qui viennent à ce week-end-là pour pouvoir accueillir les visiteurs et faire les prêts. Et je voyais donc ces petits étudiants qui étaient là sur la base du volontariat et qui étaient en train de réviser leur speech sur un coin de la salle. Et c'est hyper mignon parce que c'est le genre de moment très naturel et très instantané qu'on retrouve pas sur les grands salons. Et c'est pour ça que Indicate, ça en vaut le coup rien que pour ça, pour la proximité, pour le côté humain. Moi, je suis une grande défenseur. Je suis un grand défenseur. On va s'arrêter là. Du jeu indépendant et voilà. Et franchement, allez-y, c'est de beaux moments. Clairement, je rejoins ton avis. C'est vrai que moi, ça m'a plu qu'il n'y ait pas trop de monde au final. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un peu de monde sur certains jeux, mais ça dépend peut-être de l'air. Ouais. Et vraiment, c'était top d'avoir cette grosse trentaine de bornes pour aller tester les jeux et parler en direct avec les devs. Typiquement, il y en a un qui m'a marqué. Son jeu un petit peu moins, mais je vais quand même en parler. C'était Healer Quest. Exactement, ouais. Merci. Et en fait, c'est un mec qui est venu me voir et me fait tu veux tester mon jeu? Ça fait 4 ans que je suis dessus et j'ai fait le design. Il y a personne qui veut. non, au contraire, très très avenant. Les bandes n'étaient pas encore dispo, mais il dit alors j'ai fait le design, j'ai fait la musique, j'ai fait le code et puis là du coup je fais les salons. Je fais mais tout seul. Et en fait, c'est vraiment cool de voir que des mecs, en plus il avait la patate quoi. Je trouvais ça impressionnant. Son jeu est pas trop mal, ça met en avant le healer qui est un des rôles les moins appréciés. Putain, les gars, ils rigolent. Ça dépend. C'est le rôle que tout le monde aime. Ouais, mais c'est le petit cliché qui, c'est le boulet que tu te trimbales et c'est un peu dans ce ton-là qu'il l'a fait. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est le pilier du groupe, quoi. Non, mais je dis pas que c'est pas important. C'est juste qu'il a voulu mettre ça. Jouer. Ouais, c'est différent. Non, mais je défends le truc parce qu'il y a des groupes sur MMO et dans tout ce que tu veux, hein, genre, où quand t'as un bon healer, en fait, tu le gardes et tu te bats pour le garder tout le temps, en clairement. Et là, tu joues que ça. Donc, ça règle le problème. Et du coup, c'est marrant d'avoir une approche un peu différente. Ouais, parce que là, pour le coup, en gros, tu joues le petit healer qui essaye de s'intégrer à un groupe d'aventuriers. C'est vrai, c'est sauf que, en fait, dans les dialogues sont excellents. Franchement, tu vois, c'est pas du tout ce que j'aime jouer, mais par contre ça a vraiment le mérite d'avoir des dialogues assez époustouflants. Et les gars, moi aussi j'aime les jeux vidéo. C'est hyper drôle, c'est hyper mignon et puis ça a ce côté le healer rencontre le chevalier, donc le DPS du groupe, fait je t'ai aidé et tout dans ta quête, vas-y, je vais te suivre pour le reste de ton aventure, et le mec te dit non, je veux pas de toi, t'es vraiment boulé, j'ai pas envie qu'on me remarque avec un healer pourri et tout. Oh merde. Et c'est voilà, ça joue sur les clichés, mais c'est super mignon, et sur le coup ça m'a beaucoup fait sourire. Après, effectivement, c'est pas un jeu auquel je jouerais, mais ça a le mérite de m'avoir fait bien marrer, quoi. Je trouve un peu dur sur les jeux indés, parce que je trouve qu'ils sont vachement mis en avant depuis sur les dernières années, en fait, sur le marché, quoi. Genre. De plus en plus, mais alors il y a jeu indé et jeu indé, et là je veux vraiment en parler, parce que t'as les jeux indés qui sont finalement soutenus et publiés par des éditeurs, oui, le genre même en marque blanche, si je puis dire, et t'as des jeux indés qui vraiment sont faits par 2 personnes qui étaient chez eux en freelance et qui ont fait vivre le truc, quoi. Mais ces gens-là, depuis des dernières années, arrête-moi si je me trompe, mais ils peuvent se permettre d'aller voir des petits éditeurs ou des éditeurs qui ont grossi. Enfin, je prends l'exemple d'Evolver, parce que eux, c'est ce qu'ils ont fait depuis le début, en fait. Alors maintenant, ils ont sûrement grossi au point où c'est plus le cas. Mais de base, c'est les mecs qui aidaient justement les petits gars dans leur garage. Mais c'est quoi la limite, en fait? C'est jusqu'à quand on est un jeu indépendant, quoi? Ça mériterait un débat, ça, parce que c'est un peu compliqué. C'est compliqué, parce que pour moi, c'est dans le moment où t'as un financement qui est... Alors même quand t'as le financement, mais dans le moment où t'es soutenu par des acteurs extérieurs, et que par un éditeur, donc. Par un éditeur, notamment. Qui te paye les coûts market, qui te paye le développement de ton jeu et qui te paye la distribution. Pour moi, ça quitte
mais t'es obligé. Si t'as pas ça, tu meurs en indé en fait. Et si c'est le CNC qui te paye, t'es toujours indépendant. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est bizarre en fait, Ouais, parce que sur mais, le financement des jeux indés. alors, non, mais le CNC par exemple, ça va être une subvention. Il va pas te payer le marketing, le truc. Non, comme mais ça, c'est une subvention. Il va pas te mettre en relation avec les gens. Donc, je sais pas. En fait, soit tu meurs en petit indé, soit tu deviens. Non, alors, c'est flou, quoi. peut-être, flou. ça reste flou. Ouais. Peut-être que pour le coup, j'ai répondu de façon un peu trop. Désolé, j'ai lancé un débat qui fait. Non, mais ça peut être un débat. Ça sera un débat à faire avec des invités, peut-être. Pourquoi pas, exactement. Ouais, clairement. En tout cas, merci de nous avoir parlé de l'Indiecade. Donc, c'est pas forcément utile de repréciser les dates des événements passés, mais il y en a un peu toute l'année, un peu partout. Mais ça reviendra à Paris, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir que la licence Call of, c'est quand même des millions de ventes pour une dizaine de titres avec le dernier en date, Black Ops 4. Mais ce soir, on ne va pas du tout parler de Call of Duty, mais plutôt de Call of Cthulhu. Et c'est toi, Zéphiriel, qui nous en parle. Putain, tu m'as niqué ma blague d'intro. Je m'en fous. Je voulais faire exactement la même chose. Mais j'avais jamais fait le rapport, mais tu viens de me niquer ma vie, là. Si. J'avais vu le truc depuis longtemps et je me disais putain, vas-y, je vais faire tu m'as niqué le truc. Ouais, exactement. Et du coup, c'est à moi, ça? Ok. C'est à toi, Zéphiriel. Ok, j'ai un préparé. Donc ouais, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a peu de temps, au moment où on sort, normalement aussi. C'est ça. Si j'ai pas de conneries. Sinon, tu pourrais pas en parler. Qui est sorti en 2018, en octobre 2018, 31 octobre, je crois. Le 30. 30, ouais, un peu avant Halloween, donc. Qui s'appelle donc Call of Cthulhu. Et comme tous les jeux qui sont sortis sur cette licence depuis au moins 20 ans, quand j'ai ouvert ce jeu, je me suis dit, oh, encore un bon jeu de merde, ça va être cool. Parce qu'à peu près tous les jeux vidéo du genre sont à peu près merdiques, hein. Non, qui veut me contredire autour de cette table? Ketrus, un peu. J'ai l'impression que Ketrus c'était je crois pas avoir un jeu de licence Toulouse qui est bien. Non, jeu vidéo. Ouais, un jeu vidéo qui est sorti, qui était bien. Et là, Cyanide et Focus ont fait un tour de force pour moi en tout cas, parce qu'ils ont sorti un bon jeu, un très bon jeu même, et vraiment un très bon jeu. Et tu sens que les mecs qui ont bossé dessus, ce sont des rôlistes. Je pense que franchement, tu peux aller voir tous les devs, tous les mecs qui ont fait la narration, c'est forcément des rôlistes. T'as un truc à dire? Ok, Trus a envie de parler là, ça. Non, je disais qu'il y avait BioShock qui était pas mal dans la liste. Mais c'est pas Cthulhu. Je sais. Ah, rien à voir. On peut parler d'Amnésia, mais c'est pas Cthulhu. Donc voilà, donc c'est un jeu édité par Focus Home Interactive, développé par Cyanide. Donc voilà, en plus c'est français, donc c'est plutôt cool. Moi, Cyanide à la base, j'avais découvert avec Blood Bowl il y a presque 10 ans, si j'ai pas de conneries, 2009, 2008 je crois. Oui. Environ, et j'avais été super surpris par l'adaptation qu'ils avaient fait du jeu de plateau qui était vraiment cool, et le 2 encore plus, et ainsi de suite. Bon bref, j'en ai pas pour parler pour ça. Et là ils se sont attelés donc à Call of Cthulhu. Donc est-ce que je replace le contexte? Cthulhu, c'est quoi? C'est oui, tu allais me dire oui. Ouais, t'allais me dire bien oui. sûr. Non, je connais pas, c'est quoi? Voilà, c'est quoi? Ça fait partie d'un mythe, sans jeu de mots, dans lequel tout vient en fait des années 20 d'un écrivain qui s'appelle Howard Lovecraft, qui a commencé sa vie à écrire des petites nouvelles un peu horrifiques, qui s'est fait connaître comme ça, qui entretenait des grandes correspondances avec Poe à l'époque, ce genre de choses. Et bref, de fil en aiguille, c'est devenu un des auteurs américains les plus connus, hein, on peut le dire aujourd'hui, qui était fondamentalement raciste, homophobe, dans son époque, psychotique, schizophrène sûrement aussi un peu. Oui, voilà, je replace dans l'époque, 1920, c'est logique d'être tout ça, à cette époque-là, on va dire. Et donc voilà, il donc commence à écrire un mythe sur des dieux anciens qui auraient qui vivraient depuis des milliards d'années avant même que la Terre existe, et qui se livreraient une bataille dans les étoiles et l'espace et la galaxie où on veut, et qui à un moment en fait, lorsque la Terre s'est créée, sont en partie échoués sur cette Terre, et voilà, donc il y a une guerre sous-jacente qui est là pour savoir qui aura le contrôle des humains. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et parmi ces grands anciens, il y en a un parmi eux qui est plus connu que les autres. Alors peut-être qu'il avait, je sais pas, une attachée de presse meilleure que les autres, je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas le meilleur, c'est pas le plus balèze, c'est pas le plus, mais il avait une meilleure attachée de presse. Donc il s'appelle Cthulhu, qui est le dieu enfoui, le dieu qui rêve sous la mer, sous les océans, et qui est mort, mais qui n'est pas mort parce que blablabla. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail du truc. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont créées autour de ça. Vous verrez que beaucoup d'inspirations d'horreur aujourd'hui, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans la littérature, sont tirées en grosse partie de Lovecraft. Donc bon, c'est un mythe, c'est un truc qui à mon avis il faut connaître, mais voilà. Et donc voilà, on se place, quand on commence le jeu Call of Cthulhu, j'y arrive, on est en 1922,
Donc ça se passe typiquement dans toutes les années de Cthulhu, du jeu de rôle, de tout ce qui est très bien autour de Cthulhu. C'est-à-dire les années 20, c'est les années où les gens sont vraiment encore crédules. Alors c'est pas méchant quand je dis ça, c'est pas négatif, mais c'est le côté on croit encore à la superstition, on croit encore un peu à tout ce qui est occulte, tout ça prend une importance très très forte dans la vie. En plus, on sort de la Première Guerre mondiale, donc il y a beaucoup de choses qui sont pas détruites, mais il y a beaucoup d'expansion en termes économiques qui sont là. Il y a beaucoup de changements en fait qui sont là surtout. Et donc, on est en 1922, on joue un homme qui s'appelle Edward Pierce, qui est un détective privé, qui est un ancien de la Première Guerre mondiale, américain évidemment, et qui se voit confier une affaire par un homme qui veut que le détective privé, donc Pierce, puisse enquêter sur la mort de sa fille. La mort de sa fille qui a été tuée lors d'un incendie dans son manoir qui se trouve sur une île qui s'appelle Darkwater. L'île s'appelle Darkwater. Donc tout se pose là, hein, déjà. Il y a beaucoup de choses qui sont ancrées. Déjà, ça commence comme un scénario de jeu de rôle. Et ce que j'allais dire, ça commence exactement comme un scénario de jeu de rôle de Cthulhu. C'est-à-dire, très souvent dans les scénarios de Cthulhu, ou du moins dans les années 90, on commençait, on était une agence de détective, on avait une enquête qui arrivait qui était un peu bizarre, puis on commençait à tirer une bobine de laine, et puis il y avait plein de trucs qui sortaient, des tentacules et tout. Et voilà, et donc on commence l'enquête comme ça, on crée son personnage. Et là, c'est pour ça que je dis que les mecs, c'est des rôlistes, c'est que il y a une fiche de perso qui apparaît, donc qui est vraiment très bien stylisée. Ah, trop bien. Avec des points en investigation, des points en force, des points en éloquence, en trouver objet caché, des points en occultisme, des points en médecine. Et en fait, on va distribuer un certain nombre de points dès le début du jeu, qui vont augmenter nos compétences. Et le jeu commence. Et donc là, j'ai une première question au niveau du personnage. Est-ce que c'est comme dans Sea of Thieves, t'appuies sur un bouton et ça fait un truc random? Non, le personnage. Oh, le troll. Non, c'est un personnage. Pas sorti, ça. Exactement, mais ça. Plus tard. Écoutez le pilote qui n'est plus disponible. Il sera bientôt disponible. Et donc, non, c'est tout est défini. Le seul truc, c'est la fiche de perso qui correspond aux caractéristiques. Et on a évidemment les fameux points de santé mentale. Qui sont, on est sain au début, sane en anglais, et voilà. Et donc on va sur l'île de Darkwater et là on trouve une île qui est typique, encore une fois, de Dunwich, de Innsmouth, de ce que vous voulez, tout ce qui est l'univers de Cthulhu. C'est-à-dire on va avoir des pêcheurs qui sont là, qui ont une gueule bien dégueulasse, hein, comme il faut, avec une ambiance bien posée, bien glauque. Il fait nuit en permanence, quand il fait jour, on voit même pas la différence. Il y a une espèce de brouillard dégueulasse qui est toujours là, c'est poisseux. Et on commence à poser des questions aux gens, on commence à se renseigner et ainsi de suite. Et tout le jeu est vraiment basé dans cette ambiance. C'est-à-dire que c'est poisseux, c'est narratif de ouf. Là, j'en ai deux qui sont hyper excités autour de la table. Je vois Jordan qui les regarde. En fait, je suis en train de me demander comment je vais faire pour y jouer en même temps que Red Dead là, et ça devient compliqué. C'est chaud. Alors le jeu, je vais y venir, mais le jeu est pas très long en soi. Voilà, mais j'insiste sur ce côté-là, sur le côté investigation, narratif et jeu de rôle, parce que c'est vraiment que ça le jeu. Il y a pas de phase d'action. Vraiment très très peu, mais quand je dis très peu, c'est vraiment très peu. Si on tire 3 balles dans tout le jeu, c'est énorme. C'est un jeu un peu à l'ancienne. Donc faut pas vous attendre à un jeu qui va vous permettre de faire tout et n'importe quoi. C'est pas un bac à sable, c'est un jeu à couloir. Donc quand vous êtes bloqué par une chaise, vous êtes bloqué par une chaise. Quand il y a une voiture au milieu de la rue, c'est que c'est pas la bonne route et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ce genre de choses. C'est ultra narratif parce que voilà, tout se passe dans les dialogues, tout se passe dans le caractère des personnages, tout se passe dans les types de réponses que vous allez donner qui vous dit voilà, ça va affecter le show, ça va affecter votre destin. Ça apparaît souvent un peu comme un Telltale. C'est pas tout à fait un tunnel du coup, tu disais. Si, c'est un tunnel parce que quoi qu'il arrive, tu vas du point A au point B. T'as pas le choix d'aller ailleurs au point B, et c'est comme ça que tu vas y aller, et tu passeras forcément par ce couloir, et tu passeras forcément par ces portes que tu vas ouvrir d'une telle façon ou d'une autre, mais tu l'ouvriras d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est pour ça que tu dis que c'est comme les jeux de rôle des années 90. C'est exactement ça. C'était écrit comme ça aussi. C'est très important en fait à connaître, parce que si t'as pas cette notion de dire en face de moi j'ai un maître du jeu qui est en train de me décrire mon action et ce qui se passe, et si tu t'attends à finalement à avoir autre chose qu'un point and click amélioré, tu vas être déçu. Tu vas pas avoir un Red Dead devant toi en fait. Tu fais pas ce que tu veux, tu vas forcément avancer du point A au point B, du début du jeu à la fin du jeu, et tu vas faire les actions qu'on attend de toi en fait. À part à certains moments où tu peux dire oui à la place de non, mais dans l'idée ça reste ça. Et c'est pour ça que je précise qu'il y a pas d'action en fait. C'est pas un FPS Call of Duty. On se cache pas pour des ennemis. Non,
on y va, quoi. Genre, c'est simple, c'est de l'investigation, c'est des questions posées. On augmente notre occultisme en trouvant des trucs bizarres, et puis on commence à poser des questions bizarres à des gens bizarres. On trouve un Necronomicon qui traîne, on trouve des livres obscurs, on trouve plein de trucs comme ça. Donc c'est vraiment un jeu d'ambiance pur et dur, mais c'est ce qui fait que c'est un putain de jeu, quoi. Ah. C'est un putain. Moi, je me suis éclaté dessus à trouver les références. Il y a plein d'easter eggs de ouf pour ceux qui connaissent l'univers de Lovecraft. Il y a plein de c'est trop bon en fait. Le trouver objet caché est super bien entre guillemets. Le seul truc, c'est que au bout d'un moment, sur la fin du jeu, on a peut-être l'impression de voir les mauvaises ficelles d'un maître de jeu de rôle qui te tire là où tu veux aller, et qui t'envoie dans des trucs que tu voulais pas forcément faire. Mais voilà, ça reste un gros scénario de jeu de rôle. T'en as pour une dizaine d'heures. T'as une ambiance de ouf. T'as pas ou peu de musique, mais le peu de musique qu'il y a te met dans l'ambiance, donc c'est pas non plus là où ça va tirer son épingle du jeu. Mais voilà, les personnages sont ultra bien trempés, ils ont chacun leur caractère, même si parfois c'est un peu archétypé, mais encore une fois, je précise, c'est du jeu de rôle, hein, c'est du jeu de rôle en jeu vidéo. Mais voilà, pour moi, c'est une vraie réussite totale, ce jeu. J'ai plongé dedans et j'en suis ressorti, je l'ai fini à 2h ou 3h du matin, genre hier où on enregistre, donc j'étais un peu fou. Évidemment, il se passe des trucs de ouf à la fin, tu les vois venir, mais putain, ça fait un plaisir de ouf de voir ça dans un jeu vidéo de Cthulhu. Voilà. En parlant de fin, justement. Ouais. Il y en a plusieurs. Alors, oui. Il y en a plusieurs. Évidemment, je suis allé vers la fin la plus mauvaise parce que j'étais content, mais j'étais content de le faire. Mais ouais, il faut refaire la fin, je pense. Enfin, je sais pas à quel moment, comme dans un Telltale, pardon, tu peux revenir pour te dire, ok, c'est là, ça va déclencher une autre fin ou pas. Je me rends pas compte en fait, encore une fois. Mais oui, effectivement, il doit avoir plusieurs fins. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est peut-être dans les choix de dialogue que tu fais avec. Ouais, mais à quel moment du jeu? Tu sais, c'est peut-être pas à la fin, juste, c'est pas le dernier choix en fait que tu fais, c'est avant, mais où? Et en fait, j'arrive pas encore à me rendre compte. C'est tout premier. Le tout premier choix, c'est boire. C'est forcément le tout premier. Le premier choix, c'est boire un whisky ou pas. Alors tu sais. Ah bah déjà, ça fait une fin sur deux. Mais dès que tu le vois, il y a marqué ceci affecteur à votre destin. Je fais ok, c'est bizarre. D'accord. Mais t'as plein d'idées du genre. Et du coup, voilà, tout est bon, mais il y a du what the fuck et l'histoire t'en met plein la gueule. Enfin, vraiment plein la gueule en disant ok, ça, je le voyais venir, mais je m'attendais pas à ce que ça sorte comme ça. Voilà, c'est un gros point and click en mode FPS. Et ça défonce. Et franchement, sur les deux licences, il y en a une autre de licence qui doit sortir début 2019 qui est Sinking City, que j'attendais beaucoup. Encore plus. Alors je l'attends encore plus là maintenant parce que effectivement ça reste du Cthulhu et quand je voyais les trailers j'étais assez excité. Du coup quand je voyais Sinking City et que je voyais Call of Cthulhu qui allait sortir, je me disais ok, FPS Cthulhu ça va être de la merde, et franchement ça me baissait mon envie en fait. Là je l'ai testé, je suis ouf quoi. J'ai trop envie de le refaire et de retester une fin et de putain, et tu parles en ancien mon gars à un moment, c'est trop bien mec. Je sais pas comment dire ça. Énorme. Et la question du coup que je me pose, c'est pour une personne qui ne connaît pas l'univers, pas ou très peu. C'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est un peu chaud, ouais. C'est un peu chaud. C'est pour ça que je précise qu'il faut y aller en connaissance de cause, quoi. Tu vas faire un gros jeu de rôle seul avec un maître du jeu qui est le jeu vidéo. Et, c'est vraiment délicat si, tu vas faire un point and click géant, quoi. Oui, mais ça veut pas dire que t'es obligé de connaître l'univers. Toi, t'as vu plein de références. Bien sûr. Ouais, mais c'est mieux. Je pense qu'effectivement, et pour avoir essayé de plus ou moins en parler avec des gens qui connaissent pas du tout Lovecraft, c'est hyper tendu. Ouais, c'est délicat. Okay. Ça, c'est un peu comme c'est l'effet Amnésia en fait quand il est sorti. Tu sais, c'est le jeu va passer un peu sous silence. Il y en a 2 ou 3 qui vont kiffer et qui vont commencer à parler du jeu et ça va arriver sur le tard. Mais voilà, t'as Amnesia s'inspirait très bien de Cthulhu sur plein d'aspects et tu retrouves les mêmes mécaniques dans Call of Cthulhu en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand à un certain moment du jeu, quand tu t'enfermes dans un placard pour échapper à un monstre, le placard commence à se réduire sur toi en fait et tu commences à devenir fou. Ah super. T'as que des trucs comme ça. Et toutes les énigmes du jeu, t'en as quelques-unes, en fait sont pas si simples que ça. On ne demande pas juste de placer un objet sur un truc pour débloquer une porte. Tout est fait dans le côté malsain et schizophrène. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas passer une porte, tu vas revenir à la porte d'entrée et tu vas pas comprendre pourquoi, mais quelque chose a bougé dans la pièce. Et tu refais ça 15 fois et tu perds des points de santé mentale ou pas? Plus tu fais des trucs qui font pas et plus ta santé mentale qui dégrade. Et en fait, ça te bloque des choix de réponse au bout d'un moment, en fait, en disant non, votre santé mentale n'est pas assez bonne pour ça. Et c'est que des trucs comme ça. Mais vraiment, j'insiste sur les énigmes parce que j'étais content, ils arrivent à intégrer cette notion de folie qui est très importante dans Cthulhu pour un personnage, parce que la finalité d'un personnage de Cthulhu, c'est de devenir fou, quoi qu'il arrive. Ou de mourir. Et
et ou de Dans le mourir en meilleur même des temps. cas. Donc C'est ça. t'as aucun choix là-dessus dans le jeu de rôle de Cthulhu et même dans tous les bouquins quasi de Lovecraft. Quoi qu'il arrive, tu meurs, le personnage meurt ou devient un barge. Et dans l'idée là, la notion de comment je deviens fou et qu'est-ce qui se passe quand je deviens fou, elle est assez bien représentée en fait. T'as vraiment des cas où je sais pas, je te dis, t'es dans un asile psychiatrique et en fait, tu passes un couloir, mais tu peux pas passer la porte parce que c'est un signe des anciens dessus. Ceux qui connaissent comprendront et c'est que des trucs comme ça, en fait. Et vraiment, les références sont bonnes, elles sont bien utilisées, elles sont pas hasardeuses. Les mecs, si vous écoutez ça, on sera sûrement pas le cas, mais bravo, quoi. Franchement, moi, c'est 20 sur 20, quoi. C'est très, 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 très bon. Ah ouais. Je kiffe de Vraiment, ouf, je crois. ce que vous avez fait et franchement, merci, quoi. Merci pour cette dizaine d'heures de jeu que j'ai kiffé de bout en bout. Mais tu me donnes tellement envie. Non, mais il est vraiment bon, quoi. Je Et, transmettrai le message. franchement, tous les fans de Cthulhu sont obligés de le faire, à mon sens. Et si vous êtes pas fan, plongez-vous dedans, quoi, parce que Alors, si vous aimez un peu les jeux d'ambiance et d'horreur, vous allez kiffer. Justement, est-ce qu'il y a un petit guide Cthulhu pour les nuls qui permettrait d'introduire une partie de jeu? Alors, moi, j'ai vu un abécédaire Cthulhu, mais ça, c'est purement marketing. Non, tout simplement, sans lire les gros volets de Lovecraft, je pense qu'il y a 2-3 nouvelles qui sont les plus connues et qui décrivent vachement bien l'univers et l'ambiance et tout ça. Alors je vais pas me mouiller encore une fois, je vais regarder Ketrus très intensément pour qu'il essaye. L'appel de Cthulhu, Ouais, l'appel de Cthulhu, mais il est un peu dur à lire parce que c'est de Lovecraft, mais il y en a plein. Ou sinon les montagnes hallucinées. Ouais, les montagnes oui, les montagnes hallucinées. hallucinées, c'est un truc qui Qui fait d'ailleurs 120 pages et il est parfait. Qui d'ailleurs est, si je me trompe pas, sorti en format manga. Oui, ouais, ils ont commencé à le sortir. J'ai failli en parler ce soir. Canon. Il va, je pense qu'il est très très bon. Ça faisait redite avec la claque de Cthulhu. Mais voilà, mais franchement, encore une fois, les mecs, bravo, quoi. Je vous kiffe de ouf. Non, mais les mecs qui ont dev ça, je les kiffe de ouf, quoi. Mais c'est bien, c'est des rôlistes et voilà, respect, quoi. C'est très honnête, très sincère et je suis ravi d'avoir vu 2 sourires autour de moi grandir au fur et à mesure de ta chronique, donc c'est très bien. Merci d'avoir parlé de Call of Cthulhu, qui est dispo depuis le 30 octobre sur PC, One et bien sûr PS4. Autour de cette table, on a tous des appartements parisiens ou presque, de taille relativement modeste, et c'est difficile de réussir à stocker tous nos livres, jeux vidéo en édition collector ou pire, de différents jeux de plateau. Est-ce qu'à un moment, on va se diriger de plus en plus vers des versions dématérialisées ou on n'a juste pas envie? Zef, rien que de voir ta nouvelle pile de jeux que tu stockes, peut-être pour en parler dans ton podcast Le Défaussé, est-ce que tu n'aurais pas envie de jouer plus souvent sur tablette ou ordi? Merci pour cette précision. Non, pas du tout. Au revoir. Eh bien, c'est la fin du débat. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'il y a des très bons jeux qui commencent à sortir effectivement en démat et je parle que de jeux de plateau là pour le coup parce que tu m'as lancé dessus. Mais c'est un débat. J'ai commencé à apprécier le jeu de plateau en démat avec Mysterium qui est sorti il y a pas très longtemps ça va faire 6 mois, 8 mois sur Steam. Et je pensais pas que ce soit possible de faire. Tu connais? Ouais, bien sûr. Je vois tes yeux. Non, mais j'ai passé des heures. Et en fait, le jeu de plateau est très bon. C'est un must du genre en fait, et vraiment se dire ok, le sortir en démat pur et dur, donc la coop qui va avec, je me disais c'est pas possible, genre tu peux pas parler avec les gens, il y a pas d'intérêt, ou alors chatter c'est chiant. Ça me posait plus de contraintes qu'autre chose. Or les mecs ils ont fait un mode histoire qui est vraiment cool, qui t'apprend les bases du jeu en tant que joueur, en tant que maître du jeu, en tant que fantôme machin et tout. Et quand tu joues vraiment en multi, putain les mecs ils ont fait un système de jeu simple mais pointage à la souris quoi. Et quand tu cliques, ça te pointe un truc précis et tu regardes, tu fais putain sur le jeu de base j'avais pas vu ce détail sur la carte quoi. C'est trop cool. Et donc ça donne envie, mais pour rien au monde je n'enlèverai le plaisir de dépuncher un jeu. Ah ouais. Alors je comprends très bien, mais il y a quand même des cas où ça paraît un peu indispensable. Alors je vais prendre un exemple, typiquement Hearthstone. C'est un jeu qui joue qu'en démat. Magic. Ok, vas-y. Alors c'est pas tout pareil. Mais typiquement, peut-être que Hearthstone, il y a plus de modifications en cours sur une carte au fur et à mesure de la partie, et du coup, est-ce qu'on se voit noter des points, des scores sur des, c'est chiant quoi. Imagine de jouer à Hearthstone, mais avec des cartes physiques. Magic, oui. Mais c'est un très mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Bah oui, parce que Hearthstone, il a été conçu parce que c'était dématérialisé, et c'est pour ça qu'il est aussi RNG en fait. Ils l'ont pensé comme ça. Ils l'ont pensé comme ça. Bah ouais, mais ça aurait pu. Mais si tu veux rapprocher le débat, son équivalent le plus simple c'est Magic, et Magic il sort des extensions tous les 3 mois. Ouais. Et ça existe aussi en démat pour le coup, mais c'est comme. Ouais, mais c'est un jeu de merde. Et pour le coup, on en parlera. Non, pour le coup, Magic. T'as testé Arena? Ouais, c'est ça. On en parlera plus tard. C'est vrai qu'on a prévu. C'est pas forcément un bon exemple. Mais c'est pas forcément un mauvais exemple, et sans rentrer trop dans les détails. Mais justement, c'est peut-être pour ça aussi que Magic a eu
a tant de mal à rentrer dans le game du démat, bien sûr. même si ça marche quand même, mais pas autant qu'Hearthstone ou d'autres. Quoi. Alors du coup, je vais pas parler de jeux de cartes, mais de jeux vidéo. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé très récemment, c'est que j'avais envie de jouer à Destiny 2. Donc de base, je suis très fan des boîtes, enfin parce que je pense que c'est générationnel. Je suis parti des gens qui ont tout connu en physique d'abord, évidemment. Et du coup, j'avais Destiny 2 en boîte et j'ai dit à un pote, viens, on y joue ce soir. Et j'ai jamais retrouvé mon jeu. Donc j'ai dû le racheter, tout simplement. Nico, si tu nous entends. Voilà. Et du coup, j'ai même fait un tweet tellement j'étais énervé. Je fais putain, vive le démat, j'ai pas retrouvé mon jeu alors que j'aurais pu juste le télécharger plutôt que de chercher pendant 3 quarts d'heure dans mon appart et pas le retrouver. Et du coup, ça m'amène à un autre sujet parce qu'on en parlait juste avant. Typiquement, les collecteurs, ça prend de la place aussi. On parlait de Red Dead 2 tout à l'heure parce donc il est sorti il y a quelques jours maintenant. On disait ouais, vous avez vu le collector, il est trop bien et tout, mais il y a pas le jeu. Non. Et ça vous a fait rager, j'ai l'impression. En fait, moi ça me fait pas rager. Je trouve ça en fait je trouve ça bien parce que finalement justement maintenant les jeux on les achète plus en physique. En tout cas moi j'en achète plus en physique sauf dans les brocantes tout ça ou enfin non mais c'est vrai, c'est rétro, pour les enfants ou tout ça. Et donc tu l'as en démat, tu par exemple là tu peux le télécharger, t'as pu le télécharger en avance 5 jours avant la sortie officielle pour Red Dead, mais tu peux peut-être aussi vouloir des goodies et à ce moment-là tu peux dépenser juste ton argent en plus pour la version collector. Bah du coup je peux pas te contredire parce que je suis d'accord, mais moi justement je trouve ça très bien. Après t'as ce côté forcément moins t'as de matos, plus tu te sens lésé quoi. Après effectivement je suis d'accord, on est tous dans des situations où on est des gros collectionneurs, que ce soit en jeux de plateau, en jeux vidéo et autres, mais la question étant c'est que la marge qu'ils se font pas sur le jeu, ils se la font sur les goodies. Ouais, ça on est d'accord. Ouais. En fait, ils se font quand même de la marge sur le jeu parce qu'il est plus. Mais le goodies de base. Pardon. Le goodies de base, en fait, on oublie qu'il est sorti à la base pour le jeu pour forcer une vente dans un magasin ou dans un autre. Enfin, aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Maintenant, oui. Enfin, je prends l'exemple de Fallout 76. T'avais chez Micromania le vinyle, c'est là où je l'ai pris. T'avais, je sais plus, à la Fnac, t'avais une autre offre complètement différente et tout. Et en fait, du coup, le goodies n'est plus le côté cool du jeu vidéo qui va avec. C'est juste un argument de vente supplémentaire. Et moi, ça me casse de plus en plus les pieds, vraiment. Parce que j'ai été poli. Donc je suis très très énervé. Oh là là. Mais non mais c'est relou en fait. Du coup moi j'évite au maximum d'acheter, enfin de plus en plus d'acheter des goodies ou des éditions collector parce que je le trouve hors de prix. Ouais, et c'est vraiment ça devient de plus en plus cher. Les mecs qui se gavent dessus pour rien. Enfin, le truc qui m'a fait péter une durite, c'est quand j'ai acheté l'édition collector. Alors, c'était pas l'édition collector, mais c'était la demi-édition collector. La demi-édition collector. De BioShock Infinite. Et franchement, je me dis, mais le foutage de gueule. Il y avait quoi dedans? Il y avait une figurine de 3 cm et demi en pire qu'un Warhammer, tu vois, genre dans le V. Plus dégueulasse que ça, en tout cas. Il y avait je sais plus quoi, mais franchement, je me souviens même plus ce qu'il y avait dessus. Alors que l'édition collector de BioShock 2, mon gars, il y avait un vinyle dedans, quoi. Il y avait plein de trucs, il y avait des cartes postales. Il y avait des cartes postales, il y avait des posters, il y avait des posters, des trucs de propagande de ouf qui étaient super bien définis et le produit fini était vraiment cool. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est mort, plus jamais j'achète de collector. Je crois que je me souviens que t'avais une fois acheté un collector sur Batman. Oui. Avec une figurine. Oui. Qui avait un problème au niveau des yeux. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Batman Arkham City, donc le deuxième épisode de Arkham, de Rocksteady. Il y avait la figurine de Batman que j'avais précommandée à la Fnac. Franchement, la meuf, elle m'a fait trop rigoler, quoi. Donc je la préco avec la figurine, parce que j'avais vu les versions sur le net. Je suis ok, je vois la figurine Batman qui est sur une gargouille, je crois, ou un truc comme ça, un peu en noir et blanc style. Trop stylé. Et j'y vais. La nana me dit ok, je vais vous chercher votre truc. Et j'attends genre un quart d'heure, quoi. Je dis putain, c'est perdu dans la Fnac, ouais. Elle revient, elle me dit ouais, je suis désolé. Je comparais toutes les figurines pour voir celles qui louchaient pas. Parce que tu sais, elles sont peintes en usine et en fait, elle a des points pour les yeux en fait. Et en fait, il y en a qui louchaient en fait. Elle me dit, je regardais celle qui louchait pas ou qui louchait le moins. Cool. Oui, elle a été cool, mais je me dis putain, les mecs, je paye ça 30 balles de plus. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont des versions. Oui, dégueulasse. Oui, c'est collector. Dégueulasse. C'est collector. Collector mon cul. Non, mais du coup, voilà, c'est un peu gênant. Bon, toi, en plus, tu lui contredis parce que je dis que je voulais plus acheter collector, mais j'en ai oui. Mais non, mais c'est relou en fait. Du coup, pour Red Dead, pour l'exemple, j'ai acheté que le jeu. Je me dis ok, il y a que le jeu, je veux
que le jeu de base. Et c'est très bien, parce que si jamais tu adores le jeu et que peut-être le collector baisse de prix ou j'en sais rien, enfin bref, et t'as tellement envie de prolonger ton expérience que tu peux acheter le complément du collector. Ouais, mais finalement, Red Dead 1, il y avait une carte de... Enfin, là, je me suis dit, ok, j'aimerais bien la carte de Red Dead 2, mais en fait, je me suis souvenu que la carte de Red Dead 1, de Skyrim, de tout ça, que je voulais et que j'ai acheté, elles sont toujours dans les putins de boîtes et je les ai jamais sorties, quoi. Ouais, genre, c'est exactement, c'est ça. moi je me suis, j'ai pris le collecteur de Warhammer. Et franchement, voilà, ta corne, c'est super sympa, t'es hyper contente, on est tellement content que tu Instagrammes le truc. Mais après, tu le ranges. mais ouais, une fois que voilà, une fois la hype passée, ben en fait, ça se retrouve sur ton étagère et ça. Ouais, figurine de Nier Automata est toujours à côté de moi quand je travaille. Elle prend la poussière, mais Elle prend grave la poussière. Ouais, mais après, tu dois choisir ce genre de figurine que tu gardes parce que t'as pas tout toujours autour de toi, quoi. C'est surtout parce que j'achète une édition collector tous les 10 ans, tu vois. Ouais, T'es voilà, pas un mais bon voilà, client. en fait, je pense que c'est le... Enfin, il faut être cher. mauvais client, justement. En fait. Faut Oui. acheter l'édition collector qui te plaît et pas en faire une systématique. En fait, c'est rare. Ça dit une systématique, ça se dit? Non, c'est Un automatisme. un automatisme Ouais, plutôt. automatisme. Après, je suis le mauvais exemple. Enfin, là, on enregistre, regarde autour de vous. Là, il y a plein de figurines, il y a plein de trucs partout. On voit donc encore les j'ai murs, été- donc bravo. J'ai été, mais ouais, j'ai dû me calmer de ouf parce que un, ça prenait trop de fric, clairement, ça, c'est une vraie dépense. Et deux, putain, tu places ça où, quoi? Et pour faire quoi? Putain, c'est pour le ranger dans ta boîte et le mettre dans un carton, le descendre dans ta cave, il y a aucun intérêt, quoi. Est-ce qu'il y a Ça, pas si tu veux le revendre. un moment, t'es en pleine déprime et tu te dis, je vais juste aller voir mes collectors et tu fais, oh, c'est vrai, j'ai acheté ça il y a Non, 8 jamais, ans. non. Non, c'est parce que j'ai essayé ça quand j'ai acheté à l'époque le collecteur de Witcher 3. Ah, Putain. alors je l'ai Avec la acheté. statue, Bah, avec la statue de Gérald de Rivie. elle est vachement bien, cette Avec le statue. griffon, Elle est superbe, ouais, avec le griffon. Alors t'es content parce que t'as ton collier de sorceleur et tout. Tu fais genre ça vibre et tout. Il y a... non, alors je vais, on va se calmer sur les détails, mais Il avait rien à dire. Super. Ok, c'est bon, on voit pourquoi tu es très attaché à ce collector. Voilà. mais effectivement, maintenant que j'ai réfléchi, que ça traîne sur mon bureau, bah je sais pas en quoi en faire. Et il y a quelques jours, je me suis posé la question de savoir si j'allais le béner. Parce que franchement, Le quoi, le béné? Le revendre, ouais, peut-être. le béné, ouais, le mettre à la poubelle. Ah, le B. Ah oui, d'accord. Ouais, carrément. Le mettre en benne. Parce que je suis même pas sûre que ça intéresserait quelqu'un en fait. Alors c'est faux parce que moi j'ai acheté ce même collector à la sortie que j'ai trouvé très bien d'ailleurs parce que tu commences par découvrir la signature de tous les développeurs qui ont bossé dessus tout dans du carton en fait, Ouais. et en toute la figurine machin tout ça, et je l'ai sorti, je fais il est trop bien et tout, 200 balles un truc comme ça. Il est resté 1 an et demi chez moi, puis il a pris la poussière, et là j'ai été voir sur le bon coin, je fais il part au prix d'achat, et ben je le revends direct parce que Ah, mais voilà. Ah, mais- ouais. ça prend trop de place et finalement Ouais, je mais suis pas toi, assez fan de la l'intérêt licence. finalement, c'est quoi? C'est de le revendre 2 ans après? Non, alors le but, je l'ai pas acheté pour le revendre à la base. Je l'ai revendu au prix d'achat, donc je suis content, j'ai pas perdu d'argent dessus. Juste que j'ai pas assez joué au jeu pour être fan. Alors que si j'avais acheté le jeu d'abord et j'avais pas beaucoup joué, ce qui est le cas, ben j'aurais pas acheté le collector Ouais, en bien plus sûr. en fait. Mais tu Ça vois, m'arrive pour d'autres jeux. À d'ailleurs. défaut, je préfère encore acheter des éléments de jeu de goodies en dehors du collector. Je prends l'exemple, j'y pense pour BioShock Infinite par exemple. J'avais acheté un porte-clés avec la clé de Elisabeth Mhm. et du coup j'ai plus kiffé ça que parce que voilà, c'est un objet spécifique de ça. Pour BioShock 1, j'ai acheté la poupée de des petites sœurs et j'ai kiffé ça aussi. En fait, tu vois, mais ce sont des studios, enfin des entreprises, goodies, quoi. c'est pas des goodies vraiment parce que c'est pas le studio de base qui le fait, mais ça va être un marchand ou n'importe ouais. quoi Ah ouais. qui design un truc avec la licence et qui le vend avec une bonne finition, quoi. Et c'est plutôt agréable. Mais moi j'aime bien quand même aller me replonger dans mes trucs qui traînent, qui sont rangés, et me dire c'est vrai que je les ai, ça sert à rien, mais il y a ce petit kiff Ouais, je perso. vois. Ouais. Ça peut être pour des figurines, pour des jeux. J'expose pas tout parce que j'ai pas la place, hein, comme beaucoup de gens. Mais peut-être qu'un jour j'aurai une grande Mais pièce du coup, dédiée. tu construis des meubles en collector. Du coup, mes meubles sont prolongés par des boîtes, des cartons voilà. de trucs, ouais, clairement. Et c'est agréable, oui. Est-ce que je suis obligé de répondre maintenant? Non. Joker? Non, tu répondras quand tu auras des enfants, ça sera Ah. beaucoup plus drôle, on se marrera. Bah, comment ça se passe avec des enfants et des collectors, du coup? Bah, ça se passe pas. C'est les enfants. Ouais, j'ai proposé à ma femme de dématérialiser les enfants, mais ils rentraient pas dans la PS4. Non, mais plus sérieusement, moi, le problème de place, comme tu le disais, dans un appart parisien, petit du coup, ça se pose. Et moi, je suis content d'avoir ma bibliothèque PS4 dans ma PS4 et de voir les jeux que j'ai achetés et ceux que je veux télécharger quand je veux et pas avoir à les stocker, parce que même là, le peu de jeux qu'on a, je trouve que ça prend trop de place, quoi. Il y a quand même un intérêt à ça, alors, si on a une bonne connexion, c'est la rapidité d'accès. Enfin, clairement, typiquement, le Red Dead, là, qui était dispo un peu avant, tu pouvais le pré-télécharger pour Oui, le c'est lancer. ça, ouais.
et rien ne t'empêche de l'effacer et de le télécharger plus tard. Donc c'est dans ta bibliothèque. Ah, et- c'est pour, Ouais, ça, mais- c'est pour ça que je préfère acheter les boîtes. Alors, moi, Ouais, mais bagnoler, quand tu- la connexion, elle est... Bah oui, mais quand tu l'as en physique, souvent tu le mets et t'as encore un temps d'installation et puis encore des patchs à télécharger. Ouais. Du Et coup, tu peux le perdre, ouais, tu mais vois. c'est moins, ouais. Ouais, le perdre, enfin, ouais, Non mais c'est rare, c'est ouais. rare. Mais par Je contre, pense que c'est une chance Non, mais- sur 100, quoi. on peut l'abîmer On fera et peut-être le perdre comme ça. on fera peut-être la gueule dans plusieurs années quand on voudra rejouer à des jeux et qu'on pourra pas parce qu'on n'aura pas les CD et qu'il y aura plus le réseau pour les Tiens, ça, voilà, le mauvais exemple du démat, vraiment que j'ai Ouais. eu, et là j'étais vénère, j'avais fait des mails et tout au dev, enfin au dev, au gars qui avait fait le portage. J'avais un Samsung 5 à l'époque, un S5 je pense. J'avais acheté la version démat de Chrono Trigger Oh, sur oui. le jeu. Ah oui. La 12e version que j'achète environ. Soit. Et donc j'y joue encore et je finis le jeu, je suis content. J'achète le Samsung suivant, donc il va être le 6 j'imagine à l'époque. Et je retélécharge le jeu je tente d'aller voir le jeu en me disant ah tiens je vais me refaire Chrono Trigger, c'est un écran encore plus beau machin et tout. Et en fait le jeu non, pas possible parce qu'il est pas fait pour la version du S6. Et j'avais envoyé des mails en disant les mecs il se passe comment, je dépense 20 balles sur votre store pour le truc, bon je déconne, il est pas 20 balles le jeu, mais qu'est-ce qui se passe, on n'a pas dev le truc, ouais mais je fais quoi moi, j'ai plus mon S5, je peux plus y jouer, donc je me fais niquer sur le démat en fait. Ouais. Ah, c'est vrai que t'as un peu l'impression que ton argent n'existe pas vraiment quoi. Enfin, C'est ça en fait, ce que tu as dépensé, le jeu il t'as rien n'existe pas acheté, en fait techniquement, mais ouais c'est ça. pas Donc, sur le moment. c'est quoi, en fait c'est pareil sur la PS3 en démat et sur la PS4 tu peux pas jouer à tes jeux PS3 sur la PS4, Ça, t'es c'est obligé autre de les chose. racheter, t'es obligé de les... tu vois. Ça c'est un choix politique de Ah, PlayStation. Alors tu vois, c'est vrai que sur le démat, j'ai un autre argument, c'est par exemple quand tu fais des cadeaux ou Un ami par exemple. Hein Un ami. ah oui, bah je sais pas, moi j'ai pas trop d'amis. Ah d'accord. Mais si parce qu'on m'a offert Red Dead, tu vois, alors c'est super cool, c'était des bons d'achat et tout ça. Enfin sur PS4 et ce qui est cool hein. Mais tu vois, j'imagine par exemple pour les enfants, c'est compliqué ça. Tu vois, à offrir un jeu des maths à un gosse, ça a pas le même impact que tu vois, que ce soit à Noël, à son anniversaire, c'est pas Je pense que c'est Ouais. générationnel, T'as pas ça le va côté venir, objet, ça quoi. va venir. Je suis pas forcément d'accord parce que justement nous on a vu la transition et du coup on a du mal à accepter le démat au début au moins, enfin on a eu du mal et là l'enfant C'est il est vrai, habitué ouais. au démat en fait, enfin lui il joue à Fortnite et pour lui il a jamais vu la cartouche du jeu ou le CD en fait. Ouais, je pense qu'une fois qu'il joue le jeu, enfin qu'il Oui, joue voilà. au jeu, il s'en bat les couilles de Oui, mais je savoir te si parle ça va sur un cadeau, sur quoi. le moment en fait. Oui, ouais. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais Ah, c'est le- Moi, généralement, je prévois une petite carte où j'imprime, Ouais. tu vois, un artwork. Et voilà, et je Ouais, dis, voilà, ça, c'est cool. c'est ce que tu vas Ouais, mais toi, recevoir. parce que t'es graphiste, c'est pour ça. Ou alors Bah, tu, tu peux le faire aussi, mais tu ça prends sera moche, je sais pas. une boîte marquée Xbox, tu mets des vêtements dedans et tu vois. Ouais, ça c'est vachement bien. Ça c'est trop bien ça. Comment tous t'écris les vêtements. Xbox, toi Pardon, il est trop bien celui-là. Et juste pour revenir ce que tu te posais, ce que tu demandais à Zef pour les jeux de société. Les jeux de société en boîte, en fait, ça dépend de ce que tu vas, de comment tu le consommes. Parce que la plupart du temps, c'est quand même pour voir des gens autour d'une table et tout ça, et avec c'est du physique. exactement ça. Par contre, moi, j'ai quelques jeux sur ma tablette ou sur mon téléphone. Tu vois, j'ai Splendor, j'ai le signe des anciens, là, Cthulhu, Larsen. les aventuriers du rail, ce genre de choses en fait. Et pour les trajets en train ou ce genre de choses, c'est mortel en fait. Ouais, mais en même temps, tu cites des jeux sur lesquels, enfin, à part Eldersign, où tu t'as pas besoin de beaucoup de parler avec les gens autour de toi, quoi. C'est, Non, mais même. tu vois, Splendor, c'est pas le jeu le plus fun du monde auquel tu participes vraiment Non, avec mais les gens même pour autour jouer de avec ta des gens en fait, tu vois. table. Ouais. Même pour jouer avec des gens. Ah oui, parce que c'est coop sur la tablette. c'est coop sur la Ah, tablette aussi, ok, t'as tout, d'accord, quoi. ok. Et t'as des trucs comme ça. Et du coup, ça c'est assez mortel. Et je suis content que plein de jeux, tu vois, j'en parlais la dernière fois dans les news pour c'était quoi Terraforming Ouais. et Site. Et je trouve ça mortel qu'il les dématérialise quoi. Enfin, Mais qu'il les numérise, Terraforming, il est pas sur, tu joues pas tout sur la même tablette. quoi. Ah non, ça Ouais, tu voilà. joues sur Steam. Mais Ouais. après t'en as plein qui sont Tu l'as disponibles testé sur ou pas? tablette. Non, pas encore. Non. Pas encore. D'accord, Ça- je veux ça savoir va ce que tarder. ça valait. Je suis pas chaud du tout, en fait, pour ce jeu, mais. Tu veux dire en En démat, non, pas du Ah tout. non, ouais. Non, j'ai envie de jouer ce genre de, enfin voilà, les jeux de société, j'ai envie de jouer avec des gens, effectivement. Autour d'une table, ouais. Mais après tu peux avoir une grande tablette, hein, enfin. Ouais, mais encore une fois, il y a une étape essentielle dans le jeu de plateau, c'est le dépunchage, tu vois. Bah, je suis quoi, Et non, ça, clairement, clairement. c'est un truc, c'est. Ouvrir ta boîte et ça me tu saoule, prends. ça. Oh putain, mec, t'as pas d'âme. Ça, oh là là, Mais non, mais c'est trop comment bien, tu c'est peux fou, toi. dire ça? T'as pas d'âme du tout, dégage. Par contre, après les ranger, les trier, j'adore ça. Oh putain. Un truc que j'adore dans les jeux C'est le vidéo. truc que je déteste le plus, en plus, ranger Ah, après. mais non, mais dépuncher, c'est trop long, Oh quoi. non, c'est trop bien, c'est trop bien. Faire des parties ensemble du coup. Toi tu Non, en ouvres, fait, tu sais pourquoi? Parce que moi, ça me stresse, j'ai toujours peur de déchirer les trucs, quoi. Mais c'est parce que tu sais pas dépuncher, il y a un sens pour le On me l'a faire. dit, je sais, il y a un sens. un Attends, mais sens c'est pour le faire. prédécoupé, comment tu. Enfin, à Mais part si vraiment Parce tu le qu'il y fais a un sens, il a brutalement. raison, Il y a un Zef. sens pour les dépuncher. Ouais, tu le dépunches du côté où c'est plat, quoi, où il y a pas de relief.
Non. C'est le Justement, justement. Tu pousses vers le côté plat en fait. Donc tu pousses le relief en fait parce que ça éloigner les enfants de l'écouteur. Non mais tu vois, les puncher c'est comme sliver les cartes, c'est super bien quoi. Sliver. Ah ouais, Quand ça c'est marrant. quand tu ranges tes cartes dans des protèges cartes, ça c'est trop bien. Ouais, Je ça- passais des soirées non, à faire ça. C'est chiant, ça, c'est chiant. Ah non, non, c'est trop en bien. faire, Oh putain, Là, t'as je- pas d'âme aussi, Ah, dégage. non. Dépuncher, comme vous dites, donc retirer des emballages machin. Là. Puncher, comment tu dis Dépunch. Dépuncher, ouais, dépuncher, pardon. ouais. Mais ouais, non, j'adore. Un truc que j'adorais dans les jeux vidéo qui n'arrive plus, ou très peu, en tout cas dans les collecteurs, c'est sentir l'odeur du livret dans la boîte. Ah, bien sûr. Ouais. Ah bah oui, bien Ouais, sûr. Donc ça manque un peu. Mais bon. Ouais, et le regarder et te rendre compte qu'il sert à rien. C'est faux, il y a écrit à la garantie, il y Truc sur a l'épilepsie. Et l'épilepsie, la petite pub qui te servira Le jamais Peggy. aussi. voilà, le Peggy, tout ça. Arrête la petite pub de jeu pendant Alors, de jeu là. ça c'est très drôle de C'est trop retrouver les vieilles boîtes de jeux et de Ouais, regarder les exactement. pubs qu'il y a dedans quoi. Bien sûr. Alors que là, t'ouvres un jeu Switch et bon, ils ont mis une petite illustration derrière, c'est cool. Mais il y a pas de livret, sauf si t'achètes un jeu à la Isaac ou un truc de fan. Ouais, ce que j'allais dire en fait, même c'est là un truc que tu retrouves plus dans les jeux de plateau. Alors c'est plus FFG qui fait ça, mais tu retrouves plein de pubs pour les autres jeux qui font. Très bien. Eh ben merci pour ces moments d'échange. Enfin, en tout cas, on continuera d'acheter des trucs en boîte et Mais les bien exposer ou non. On va passer à vos coups de cœur. On va encore casser l'ordre. Donc là, c'est Ketrus qui va nous présenter son petit kiff du moment. C'est pas un petit kiff, c'est juste un clin d'œil par rapport à ma chronique de la dernière fois. Ah, Tu sais, je parlais de Dota 2 et d'International 8. c'est le DLC de. Pas du tout. Mais en fait, il y a The Scale, du skill et du sel là sur JVTV, dont le 25, je crois. Ils ont reçu Fucking Matt, donc Seb, le français de l'équipe OG qui est champion du monde. Et ils ont fait une émission d'1h30 à peu près, quoi, où ils parlent pas que de ça, mais en tout cas les 3 quarts de l'émission c'est autour de Seb et de Dota 2, et c'est super bien. Il parle de son parcours beaucoup plus long que ce que j'ai pu vous exposer, et il fait même un draft en fait. Il explique un des drafts de la finale. Et ça donne vraiment, ça vous montre en fait la complexité du jeu et la richesse du jeu. Et il parle aussi pas mal de la différence entre LoL et Dota. Donc je vous le conseille, c'est plutôt cool à regarder. C'est pas chiant ni trop complexe. Et voilà, un petit conseil de Tiens, Scale sur JVTV. Fun fact, j'ai trouvé le vinyle de Dota 2. Ah ouais? Ouais, je l'ai pas acheté parce que j'ai pas la thune, mais je l'ai trouvé en vente. mortel. C'est toutes les musiques de base de Dota 2. Et ça déchante, ça déchante. Pas mal. Franchement, j'ai pas souvenir d'un truc, d'une musique particulière. Et ben en fait quand tu les réécoutes, Ouais, parce quand que tu du les coup je suis réécoutes. allé voir sur YouTube pour voir à quoi ça ressemblait, et quand tu les réécoutes tu fais putain c'est ça en fait. Ah Et en ouais fait elles te restent vraiment dans la tête, quand tu les entends tu les reconnais de ouf. Et elles sont vraiment bien. On mettra un petit lien en tout cas sur ce que tu viens de dire, Ketrus. Yep. Zef, Ouais. dis-nous tout. Tout. Et ensuite, dis-nous tout ton cœur. dis-moi. Alors en fait j'hésite, j'en ai 2 et je dois choisir. Pas forcément. Je fais-toi peux faire les plaisir. 2. Vas-y. Allez, je vais commencer par Reigns, Game of Thrones, qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc Reigns, c'est un jeu vidéo sur mobile qui m'a fait casser l'envie de jouer sur le mobile parce qu'à la base j'aimais pas ça, et sauf à Chrono Trigger comme vous l'avez entendu. Mais du coup voilà, non, c'est un très bon jeu. Les gars sont partis du principe, si vous connaissez pas, et je doute que ce soit pas le cas, mais ils sont partis du principe de Tinder en disant on va régner sur un royaume comme si on faisait avec Tinder. Et donc du coup il y a des cartes qui se présentent à vous, et vous pouvez faire oui ou non grosso modo à chaque fois, et ça va varier vos jauges de pouvoir, religion, peuple et argent. Et là voilà, là ils ont fait ça. Donc Reigns c'était le premier, il y avait Reigns Her Majesty, donc on jouait la reine qui est sortie l'année dernière, et là ils ont fait une version spéciale Game of Thrones et ça défonce de ouf. La version est vraiment bien, elle est vraiment bien, c'est hallucinant. Ils sont partis du principe où ça se passe après la fin de la saison 8, donc la saison qui est pas encore sortie, et voilà, il se passe des trucs, et on doit régner sur combattre les morts-vivants, on doit gérer un peu la politique, faire des bastons, trucs comme ça, et c'est vraiment très bien. Donc elle est vraiment cool. Et j'enchaîne avec un truc qui a absolument rien à voir, mais je voulais parler de Chronicle of Crimes, qui est un jeu de plateau qui est là. Si tu regardes mon doigt, il doit se trouver à peu près là derrière moi. Ah oui, derrière toi, mais Ah oui, vous le Ouais, verrez pas. mais la relation que je fais entre les deux, c'est que c'est sur mobile aussi. Enfin, c'est un jeu de plateau, donc c'est une enquête policière qu'on va mener à Londres. Ça se joue à un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, et en fait en face de soi on va avoir plein de cartes, plein de lieux, et tous les lieux et cartes ont un QR code,
lorsqu'on ouvre la boîte du jeu, il n'y a pas de règles dedans, on télécharge l'appli qui va avec, et l'appli va vous faire l'intro, il vous explique comment fonctionne le jeu. Donc en 15 minutes, 20 minutes, c'est plié, vous avez compris les règles, en plus vous avez fait votre première enquête. Et donc du coup, on va scanner les QR codes qu'il y a sur les cartes, et ça va nous déclencher des rencontres avec les gens, ils vont nous dire des trucs, on va scanner le couteau, il va nous dire bah oui, ce couteau, machin, c'est moi qui ai tué, ou c'est pas moi, machin et tout. Et donc on résout l'enquête comme ça. Et le petit truc la petite pointe de sel qu'il y a dessus, c'est les lieux du crime, en fait, on les voit en VR sur le téléphone. C'est-à-dire, en fait, il y a une application, l'application se met spécifiquement en paysage et on peut regarder à travers l'écran toute la scène de crime et on décrit ce qu'on voit en disant, bah là, ok, là, il y a un couteau ensanglanté, là, il y a un cadavre, là, il y a une empreinte de pas et ainsi de suite, et on tourne autour de soi pour regarder la scène comme ça. Et vraiment, le jeu, 1 est français, donc c'est cool. 2 est super bien écrit, les scénarios sont vraiment vraiment excellents. Ils sont en mode campagne, c'est-à-dire on peut enchaîner 3 scénarios et c'est la même trame de fond. Il y a 5 ou 6 scénarios de base et après ils vendent les scénarios sur le téléphone supplémentaire, donc ça défonce. La boîte est à 20 balles, allez-y, foncez, c'est trop bien. Très bien. Reigns aussi, c'est français. Qui? Reigns aussi, c'est en français. Reigns. Ah, Reigns, oui, c'est vrai, ouais, autant pour moi. Ok, et j'ai aussi un petit coup de cœur. Alors j'aurais pu dire Hollow Knight, mais vu qu'on en a parlé la semaine dernière, je pense que je le vendrai jamais aussi bien que Zephyriel, donc je vous inviterai à réécouter après. Et du coup je vais parler d'un truc qui a absolument rien à voir, je vais parler d'un téléphone que j'ai dans la main, c'est le Pixel 3 de Google. Pourquoi j'en parle? Parce que je suis trop fan, je l'ai reçu il y a quelques semaines déjà, c'est vachement bien. Et qu'est-ce qui me plaît dedans? C'est pas le fait qu'il fasse mieux que la concurrence ou autre, parce que typiquement c'est pas le plus puissant, il a pas il est très bien, mais il a pas l'écran le plus borderless possible. Typiquement il a des écouteurs en haut et en bas, donc ou sur les côtés selon la façon dont on regarde une vidéo, et c'est un choix en fait Google fait dans la simplicité. Je suis très fan de cette marque, malheureusement un peu trop, ils ont toutes mes données. Le jour où je perds mon compte, c'est foutu. Et en fait, c'est le fait que ce soit vraiment simple l'utilisation. Enfin, on met son compte Google et tout est configuré par défaut. Et vu que j'ai beaucoup de choses sur Google, l'agenda, les emails et j'en passe, et ça marche hyper bien. C'est très fluide et ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de kiff sur un téléphone. C'est assez fou. Donc, je voulais juste le dire. J'aime beaucoup le Pixel 3. T'as un tarif avec ça? Pardon? T'as un tarif avec ça? On pourra en parler après le podcast si tu veux. Mais non, mais vraiment il est top. J'ai pris la version XL là, qui est en 6,3 pouces et c'est très très bien. J'aime beaucoup, même s'il est un petit peu cher. Malheureusement, c'est le premier qui est commercialisé en France, donc j'adore. À toi, Anya. Bah moi je voulais vous parler d'un truc qui a rien à voir. En ce moment, pendant mes trajets de métro, je lis un bouquin, plus spécifiquement une trilogie de Hugh Howey qui s'appelle Silo. Il est sorti, il a été publié en France en 2013, mais il est sorti bien avant sur le marché américain. Donc c'est pour vous faire court, pour vous pitcher un peu l'histoire. Ça se passe dans un monde post-apo. Les humains sont obligés de vivre dans un bunker souterrain qu'ils appellent le silo pour se protéger d'un danger à la surface de la Terre. Donc le silo est minutieusement organisé, chacun a son rôle, c'est divisé en plusieurs étages et forcément plus tu montes en étage, plus tu montes dans la hiérarchie politique du silo. Pour le premier volet, parce que je vais pas vous parler du reste, mais pour ce qui est du premier volet, du coup on va suivre l'histoire du shérif Holston, si je me souviens bien, qui donc a perdu sa femme, qui est sortie en fait à l'extérieur du silo pour des raisons pour traîtrise. Et du coup il va mener l'enquête pour essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a motivé le fait qu'elle soit sortie, et il va découvrir plein de choses sur le pourquoi, sur la politique en interne, sur les petites magouilles qui se passent, et en savoir plus en fait sur comment l'humanité en est arrivée à là. Moi j'ai lu en entier le premier tome, donc c'est en 3 tomes, hein. Le premier tome est pas mal du tout, franchement je m'attendais pas à grand chose, et il y a de très très bonnes idées, c'est bien amené, c'est bien narré, et je suis en train d'entamer le deuxième, donc je pourrais pas vous en parler tout de suite, mais voilà, je vous invite à découvrir, et c'est dispo aux éditions Livre de Poche et Babel. Je vais pas dire qu'on a, je crois qu'il y a un GN sur le thème du silo. Ah ouais? Ouais, il me semble avoir entendu ça il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Mais je crois qu'il y a un GN qui est sur l'univers. Ouais.
Ça me dit quelque Donc, chose aussi. Ouais, Un post-apo, truc. ça fait longtemps que je me dis que je vais le lire aussi celui-là, mais Ouais, bah moi Ouais, je suis tombée par hasard à la Fnac parce que voilà, je fais souvent des petites expéditions comme ça pour essayer de trouver mes prochaines lectures et effectivement je suis tombée dessus et je me suis dit tiens, alors le pitch sur le coup m'avait fait penser à plein de trucs parce que forcément voilà le thème post-apo est super, ouais voilà très exactement. métro, très Fallout. Bah voilà, on y pense, on le garde en tête, mais en fait ils ont réussi à quand même trouver des trucs pas mal et c'est bien amené, c'est facile d'accès pour le coup pour de la SF je trouve parce qu'il y a vraiment des trucs en SF qui sont imbitables ou qui sont réservés aux connaisseurs, mais là pour le coup vraiment c'est chouette, ça se lit assez rapidement et voilà, je vous invite à découvrir. Eh bien, merci à vous pour ces petits coups de cœur. Donc c'est terminé ce deuxième épisode, je vais juste brièvement vous rappeler les sujets. Donc il y a Ketrus qui nous avait parlé de Slay the Spire, il y a Anya qui nous a parlé de l'Indicate en général, et Zéphiriel de Call of Cthulhu. On avait également parlé d'un sujet qui est, c'est pas pour ou contre le démat, mais qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui, et les petits coups de cœur que je vous invite à réécouter. Et la question que je vous ai pas posée au premier épisode, c'est où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets. Ketrus, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part ça? Le Contrecast qui est vachement bien, mais tu fais quoi d'autre? T'as d'autres podcasts? Ouais, j'ai donc avec Zeph, j'ai Comics Outcast et qui est sur les comics, et Whisperos qui est sur l'univers de Game of Thrones. Ah, pas mal. Ça peut prolonger l'expérience avec Reigns, le jeu dont parlait Zeph. Ouais, je pense qu'il va en faire une chronique dans le prochain. Largement, c'est sûr. Très bien. Anya, toi, où est-ce qu'on te retrouve? Tu peux me suivre sur mon blog anya-gaming.com, mais que je ne mets plus beaucoup à jour parce que j'ai moins de temps. Par contre, on me retrouve sur Instagram, Twitter, donc Anya Gaming, vous tapez et puis vous trouverez. Très bien. Et s'il vous reste environ 27 minutes, on va écouter Zeph. Oh putain, le salaud. Non, mais comme Ketrus a dit, je vais juste rajouter le défaussé parce que on a lancé ça avec ma pote Alex il y a pas très longtemps et c'est une émission de jeu de plateau qui dure 20 minutes max et on parle toutes les semaines, on parle d'un jeu de plateau, on présente un jeu de plateau à l'autre et puis et on y joue et puis on fait un débrief dessus, tout ça en 20 minutes et ça défonce. Écoutez, merci. Ciao. Oui, c'est bien, j'ai écouté, c'est vrai. Et merci à vous en tout cas pour cet épisode encore trop cool. J'ai appris plein de choses et c'est vrai, j'ai pas forcément la culture sur tout ce que vous avez évoqué, mais c'est bien. Je vous invite à vous abonner au podcast parce que c'est trop bien, vous avez kiffé et puis il va falloir en parler partout. On peut écouter sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast et plein d'autres, mais je pense que ce sont les principaux. Donc faites de la pub, parlez-en à votre voisin, je sais pas qui, votre collègue, votre chef, n'importe qui. Si vous gérez une équipe, obligez-les à écouter. Enfin bref, faut absolument faire cette pub parce que c'est trop bien. Faut mettre des étoiles sur iTunes. Combien? 5? Ah, 5 au moins. 5 ou 6 alors. S'il y a pas 6, on met des 5. Avec un joli commentaire. Oui. Et si vous aimez pas, vous le conseillez à votre ennemi. Ah, j'aime bien ça. D'accord. Et vous mettez 5 étoiles quand même. Et puis, je vais vous mettre tous les petits liens qu'on a évoqués avant, là, sur les différents streams à regarder, coup de cœur Ketrus ou autres. Et on se retrouve d'ici le mois prochain avec d'autres sujets trop bien. Merci. Salut. Salut. Salut.